Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As there's a drive in a deep left field by Castellanos, it will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Salut tout le monde et bienvenue à la Triple Menace, cette édition du 15 janvier 2024. Ce que ça fait un plaisir de vous recevoir une fois de plus cette semaine, accompagné bien sûr du trio à l'habitude. Bon, la semaine passée, j'ai mangé un petit peu de flack des boys parce que j'ai osé dire qu'on a été le meilleur trio des Canadiens depuis 93, mais j'ai pas le choix. Je dois rester propre à ce que j'ai dit et à ma parole. En tout cas, Félix sait que c'est pas la plus grosse take que j'ai sortie aujourd'hui. Non. Quelque chose d'autre qu'on a parlé hors onde. On va vous jaser ça à un moment donné sur Twitter, les amis. Là. Les boys, comment ça va cette semaine? Drôle de semaine dans le monde du sport quand même. Écoute, moi, premièrement, j'essaie de survivre à une tempête de neige qui dure depuis 2 jours en Abitibi. Fait que déjà là, pour commencer, ça part bien. Mais content de voir aussi que tu as un petit peu plus de voix que la semaine passée. Oui, non, là, c'est ça. Là, la semaine passée, j'avais comme pas de voix, ben là, on va l'entendre sûrement un peu, puis sûrement un petit peu de... si j'oublie pas de mettre sur muet, là. Il y a ça, mais en ce moment, là, c'est comme la toux qui a embarqué. Je pense que c'est la dernière étape avant de revenir sur le chemin de la santé. Là. Fait que non, mon 2024, ça commence quand même pas pire, on va dire. La dernière étape avant la santé, ça c'est comme les Cowboys de Dallas, c'est comme la dernière défaite avant de revenir sur le droit. Oh non, il n'y en aura pas de suite. Il n'y en aura pas. Félix, toi, de ton côté, comment on se porte? Au passage, quand même, en ce moment, vous savez très bien, quand on enregistre les émissions, c'est le dimanche soir et le match en ce moment, c'est le match des Lions contre les Rams qu'on a dit qu'on allait regarder très attentivement, malgré que c'est pendant l'enregistrement du podcast. Au moment qu'on enregistre, c'est 14-3 pour les Lions, Félix. Ça va... écoute, je me dis, c'est toujours pas rendu au stade des Browns, c'est toujours pas rendu au stade des Cowboys. C'est pas rendu au stade des Dolphins non plus. C'est pas un bon début de match. Le stress, tranquillement, oh mon Dieu, au moment, oh mon Dieu, Puka avec un 60-yard bomb, au moment où tu me dis ça, touchdown, oh mon Dieu. We're so Barack. We're so Barack. Ça, oh c'est... Oh mon Dieu. Oh! Qu'est-ce qui décrit plus la vie d'un fan de sport que, à un moment, de dire c'est fini, on est sur le bord du gouffre, puis la seconde après, on est de retour. On est tellement de retour. It's Jover and now we're Barack. Oh, It's le greatest Barack. rookie wide receiver of all time. Ouais, wow. Mais je tiens à te rappeler quand même, malheureusement, c'est pas lui qui a ça. Bref, avant qu'on passe au football, pour mes amateurs de lecture cette semaine qui écoutent, j'ai une recommandation littéraire pour vous. Ça arrive pas souvent que je fais ça, mais je me le permets. Pendant que j'étais à New York, justement, avec ma douce, on est passé au Barnes & Noble. C'était pas ma décision, mais j'apprécie une petite lecture de... Non, ils disent tout ça. Dis-le que c'était ta décision. Sans zéro ma décision. Et le livre que j'ai ramassé, que j'ai commencé à lire maintenant que la session est commencée, que je suis dans le train et j'ai du temps surtout pour le faire... pour les amateurs de basketball ou tous ceux qui veulent enrichir leur connaissance sur le basketball, c'est de Jeff Pearlman qui a écrit plusieurs excellents livres portant sur le sport. D'habitude, il fait plus ça sur tout ce qui a en rapport à New York, style The Bad Guys One, qui parle de la conquête de 1986 des Mets et tout autre livre dans ce style-là. Mais celui-là, c'est sur les Lakers de Los Angeles et le livre s'appelle Three Ring Circus. Et Three Ring étant... c'est un peu à double sens parce qu'on parle autant du three-peat, de 3 conquêtes consécutives des Lakers, soit 2000, 2001 et 2002. Et Three Ring comme étant les 3 head honcho de l'équipe, qui sont Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et Phil Jackson. Si jamais vous avez envie d'enrichir un peu vos connaissances sur le sport ou même être intéressé au basketball en général, puis vous connaissez un peu l'histoire, mais vous voulez en savoir plus, je recommande. Bref. Moi, je finis les mémoires de Stephen A. Smith, puis après ça, je m'en viens te le voler
à bois brillant. Ben ça, je peux te recommander. C'était même la mémoire de Stephen A. Smith aussi. Puis ça, non. C'est souvent des livres, je veux dire, mais t'es même pas obligé d'être un fan de sport pour apprécier ces histoires-là parce que c'est juste comme. Dans le cas de Stephen A. Smith, c'est juste une histoire de remontée dans la vie, de partir de pas grand-chose. Puis honnêtement, pour ce qui est de tous les autres livres qui parlent de drama comme celui que j'ai en ce moment, c'est juste regarder les Kardashians, c'est juste regarder les Real Housewives, mais version sport, parce qu'on sait très bien que la NBA, c'est dramatique. On va y revenir tantôt, par contre, parce qu'en ce moment, c'est du football, encore une fois. J'espère pour vrai que le monde à la maison, vous avez du plaisir à écouter nos segments football, parce qu'ils prennent du temps, mais pour une bonne raison. Puis... Non, mais en même temps, c'est des séries. C'est des séries. C'est le grand moment de la saison. C'est pour ça qu'on est là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Juste avant qu'on se lance sur les matchs, quand même, Pop nous avait lancé ça la semaine dernière qu'en lendemain d'enregistrement, c'était le Black Monday. C'était la journée de ménage chez les entraîneurs-chefs. Et on en a eu du ménage chez les entraîneurs-chefs. Le premier, avant tout, Bill Belichick, après 24 ans à la tête des Patriotes, c'est fini. Hey, écoute, mes premiers souvenirs de football, Bill Belichick était déjà chez les Pats. Fait que c'est un peu comme l'année passée quand Albert Pujols a pris sa retraite du baseball. C'est genre, j'ai connu toute ma vie avec Albert Pujols qui joue au baseball, puis là, je me retrouve avec un vide. Je me rends compte à quel point je suis un boomer qui s'en vient fâché dans pas le grand temps. Mais attends, tu dis ça, tu dis toi, tes souvenirs, tu sais, Belichick était déjà là. Ça fait 24 ans que Belichick est là, OK? Mm-hmm. J'ai 20 ans. Belichick a commencé à être... Belichick est arrivé en poste avant que Mio et moi, on naisse. C'est fou, là. C'est fou. Il est là depuis tellement longtemps. Puis la NFL, là, un coach, ça dure... Honnêtement, un coach, ça dure 4 ans dans la NFL, c'est bien. Mike Vrabel, il a se faire congédier. On a l'impression que ça fait une éternité. On va reparler d'ailleurs de Mike Vrabel. On a l'impression que ça fait une éternité. Ça fait 6 ans. Belichick a fait 4 fois ça. C'est incroyable. Et je pense pas honnêtement, je sais pas si on va revoir ça. Une run de 24 ans. Mike Tomlin, John Harbaugh sont des gars qui ont beaucoup d'expérience, mais ça tombe comme des mouches souvent. Puis on est de moins en moins patient parce qu'on veut tout le temps de la nouvelle, meilleure chose. 24 ans, c'est impressionnant. Puis chapeau, tout sport confondu, 24 ans, c'est exceptionnel. Chapeau à Bill Belichick. Honnêtement, je pensais pas qu'elle ait quitté son poste. Je pensais qu'on allait le revoir en 2024 avec les Patriots. Mais c'est une grosse annonce, une grosse décision de l'équipe qui décide de se tourner ailleurs, aller vers un vent de renouveau un peu. Grosse décision. Hâte de voir ce que ça va donner. On a prôné un peu la continuité avec Gerard Mayo, qui était à l'interne, qui était un peu comme formé comme étant le successeur de Belichick depuis quelques années. Comme joueur et entraîneur. Comme joueur et entraîneur. Puis Belichick le plan depuis des années, même dans le contrat avec Gerard Mayo, c'est pour ça qu'il est embauché aussi rapidement. On avait comme une clause de succession un peu dans le sens où on n'avait pas besoin de passer par tout le processus. On a juste pu l'embaucher directement, puis ça s'est fait. Ça a pris quoi, 24 heures? Je pense que c'est 24 heures exactement à peine. Là. Fait que ça s'est fait hyper rapidement. Je pense pas que ça va beaucoup changer avec les Patriots, mais ça a été une grosse annonce de voir Bill Belichick. Mais justement, en débit des performances quand même très, 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 très ordinaires des Patriots cette saison, je pense que c'est quand même des choses de la sorte qui font que les Patriots sont une organisation à part. C'est une organisation que le monde devrait être fier d'aller jouer pour ou devrait être fier d'être repêché ou dans ce système. On va voir un peu comment c'est différent parce que Félix, tu jasais justement de John Harbaugh puis de Mike Tomlin. Shout out, by the way, 2 légendes de la AFC North, 2 rivaux de longue date. Puis autant que Mike Tomlin, c'est mon gars, puis le plus grand coach, on dit toujours un coach qui est là pour ses joueurs, un player's coach. C'est pas de la marque de Belichick, c'est pas de la trempe de celui-ci non plus, parce que Belichick, il s'est aussi démarqué par son poste dans l'état-major et aller chercher ses joueurs que lui voulait mettre en jeu. Puis c'est pas seulement que lui, il a réussi à mettre les bons joueurs dans les bonnes chaises, c'est que lui-même allait recruter ces joueurs-là et lui-même allait les chercher. C'est ça qui fait que c'était tout aussi incroyable, sa job avec les Patriotes. J'ai juste trouvé ça un petit peu drôle, là, parce que là, Pop et moi, nous autres, on est plus dans les médias que toi, Félix, malgré ce que tu fais avec DLC. Là. Comment on a trouvé ça, les commentaires de Belichick qui dit que moi je respecte votre travail, vous autres les journalistes?
Honnêtement, pour un gars qui s'est mis les journalistes à dos pendant toute sa carrière, je pense que c'est la meilleure façon de sortir. Tu sais, Belichick, puis on l'a vu dans cette conférence de presse-là, il était dans un mood où il était drôle. Belichick avait envie de rire. Avant même le début de la conférence de presse, il rentre dans la salle, puis évidemment, c'était bondé de journalistes, bondé de caméras. Et le premier truc qu'il dit, c'est « La dernière fois que j'ai vu autant de monde ici, c'est quand on avait signé Tim Tebow. » Pour vrai, ça m'a vraiment fait rire. Tu sais, Belichick, on le connaît tellement comme étant un gars stoïque, un gars qui démontre pas d'émotion. Dad, là. C'est la définition de ça. Puis pourtant, c'est un gars qui est drôle. On l'a vu plus tôt cette année aussi, il était à College Game Day avec Pat McAfee et toute cette gang-là. Puis on l'a vu, il portait son casque, il a un casque de pirate, puis le gars est capable d'avoir du fun, il est capable de différencier le fait d'être un entraîneur et tout, puis là, le fait qu'il avait plus cette responsabilité-là, d'après moi, il s'est lâché un peu lousse, puis je pense qu'il va être reconnu comme une légende en Nouvelle-Angleterre pour toujours. Mais c'est vrai que c'était drôle de voir ses réactions, comme il a l'air c'était un homme complètement transformé pour sa dernière conférence de presse. C'était vraiment, vraiment drôle de voir ça. Exact. Ça va être un petit peu étrange. Un deuxième nom de longue date qui s'en va juste du poste d'entraîneur-chef, on se dit. Pete Carroll avec les Seahawks de Seattle. On le sait, Pete Carroll, 2 Super Bowls consécutifs. En a remporté un. Aurait dû en remporter 2. On va être très honnête. Aurait dû être 2. Ben, en tout cas, on se dit, si Marshawn Lynch avait le ballon, on monte les chances d'un maudit cran s'il y avait eu le jeu. Mais Pete Carroll aussi, de longue date, et aussi a quand même mené les Seahawks à plusieurs présences en séries éliminatoires, même après le départ de cette défensive légendaire de la Legion of Boom, ce départ de cette attaque menée par Marshawn Lynch, même a réussi à faire une présence en séries éliminatoires avec motherfucking Geno Smith comme corps arrière, a permis à Geno Smith d'être un Pro Bowler. C'est sûr que le coach en a beaucoup à faire, mais là, quand même, ça reste le joueur aussi. On va quand même donner ses fleurs à Geno Smith. Et est passé très près d'une autre présence en séries éliminatoires avec Geno Smith comme corps arrière partant. Ça, c'en est un autre que ça va être différent. Ouais. Mais à la différence, c'est que ce gars-là va sûrement rester dans l'organisation, va probablement monter au 2e, 3e, en tout cas, whatever étage qu'il va être, parce que... Mais j'ai fait le saut au début, je pensais que je comprenais pas la décision. Là, c'est sûr que sur le coup, ça manquait de contexte, mais si ça reste encore dans l'organisation, je pense que ce sera pas vraiment... une surprise. Un congédiement, là. Non, c'est pas vraiment un congédiement. Je pense que c'est plus on s'entend pour un autre poste. Peut-être pas directeur général, mais peut-être pas quelque chose qui est très loin de ça non plus. Ben tu sais, puis moi, évidemment, ça m'a surpris un peu comme vous disiez, mais tu sais, j'écoute Pete Carroll parler parce qu'il a parlé un peu dans les médias, puis on a l'impression que c'est pas sa décision. Il a vraiment, sans dire qu'il a été congédié, tu sais, ça a l'air d'être un congédiement un peu déguisé, dans le sens où on l'envoie dans un rôle de consultant. Quand tu veux congédier quelqu'un, le faire ça de façon claire, tu veux donner un rôle pas clair, tu dis qu'il est consultant. C'est la façon la plus facile de donner un chèque de paye avec un rôle qui est pas défini. Il est consultant, on sait pas trop qu'est-ce qu'il va donner comme conseil. On sait pas qui va le remplacer. On sait pas si le directeur général va perdre sa job. Est-ce que Pete Carroll est seulement intéressé à être directeur général? On sait pas non plus. Et là, c'est une autre équipe qui appelle pour Pete Carroll. Est-ce que tu le laisses passer l'entrevue? Parce que Pete Carroll l'a dit, il veut continuer à coacher. Est-ce qu'il va avoir une équipe qui va prendre une chance avec lui? T'as-tu aussi qu'il est à Seattle, là? C'est sûr que oui. Écoute, les Chargers ont déjà commencé à aller voir un peu avec Jim Harbaugh. Là, est-ce qu'ils vont peut-être aller voir, LA, Seattle? C'est pas tant loin, là. Ouais, c'est sûr. Puis peut-être que... les Chargers, moi, depuis le début, je vois Jim Harbaugh, parce que je vois l'embauche de spectaculaire. On va aller chercher un coach pour Justin Herbert, puis tout. Puis je vois Jim Harbaugh, mais peut-être qu'on va le passer un peu sous silence, puis Carroll, peut-être qu'une équipe va aller faire une offre, peut-être aussi qu'il veut prendre une année de congé ou quoi que ce soit, ou être plus tranquille cette année, mais pour moi, Pete Carroll a encore le feu de vouloir coacher. On l'a vu cette année. Pete Carroll est plus vieux que Bill Belichick, mais sincèrement, je sais pas si vous le regardez, il a l'air d'être... il a l'énergie de le monsieur Carroll. Il a pas l'énergie de Dan Campbell, mais pas loin. Puis, il me semble que je le vois encore coacher. Peut-être qu'il veut plus, mais s'il y a une équipe qui appelle, je pense intéressant que ça aussi, là. Sur ça, je viens de penser à un autre ancien entraîneur-chef, là. Il est aussi de pas grand-chose plus jeune que motherfucking Tom Coughlin.
Tom Coughlin, il y a 74 ans. je pense que Pete Carroll est à 72 ou 73. Tom 74, je pense, Coughlin, Carroll. Tom Coughlin est à 77 ans. Il a l'air d'être à 95 sur le bord d'être sur son lit. Je suis désolé au passage pour mal interpréter ça. Mais non, c'est ça pour dire à quel point Pete Carroll est encore en forme, encore est actif sur les lignes de côté. Là. Pete Carroll, 72 ans. Officiellement, 72, il y a eu 72 à la mi-septembre en 2023. Mais quand même, souhaitons qu'il revienne. Moi, je l'aime, Pete Carroll, que ce soit genre juste le personnage, mais comme tu dis, Félix, ce monsieur-là est en forme. Comme j'ai rarement vu un septuagénaire aussi en forme que Pete Carroll. Puis tu sais, Pete Carroll, faut rappeler aussi quand il est arrivé dans la NFL, d'un, c'était le prédécesseur de Belichick avec les Patriots. Les gens ont tendance à oublier ça, mais il était là avant Belichick en Nouvelle-Angleterre. Il est retourné au collégial et il avait une réputation qui n'était pas parfaite. Hein. Puis Carroll est arrivé, c'était vraiment une embauche qui était surprise, qui a été critiquée par les Seahawks. Et honnêtement, une quinzaine d'années plus tard, je pense qu'il n'y a pas personne qui reproche cette embauche-là aux Seahawks. Puis Carroll a été un entraîneur exceptionnel pour cette équipe-là. Moi, je pense qu'il y en a encore dans le corps. Est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne reviendra pas? Ça va être aux équipes, ça va être à lui de déterminer ça. Moi, si je suis une équipe qui cherche un coach, je suis pas contre Pete Carroll pour quelques années. Vraiment, vraiment pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va sonner un petit peu comme un joueur, là, je dirais pas à la veille du camp d'entraînement parce que c'est insensé. Il faut que le plan de match soit fait. Mais j'ai l'impression que ça va ressembler à quelque chose comme un joueur. On va laisser un petit peu la poussière retomber, laisser les vacances passer un peu. Puis après ça, je pense que du côté de Carroll, on va voir. Avant qu'on se lance sur Mike Vrabel, au passage, maintenant, du côté collégial, Nick Saban prend sa retraite officiellement. Nick Saban qui a coaché Alabama au niveau collégial. Quelle carrière! Écoute, ça, je pense que je suis le plus surpris des trois. Nick Saban, c'est l'entité même du Evil Empire en personne, ce qu'il a construit avec le Crimson Tide de l'Université de l'Alabama. Tout le monde, si tu sors de Tuscaloosa juste un peu, tout le reste de l'Amérique prend compte Alabama. C'est juste montrer à quel point ce gars-là a réussi, que lui aussi a travaillé avec Bill Belichick back in the days, puis qui s'est ramassé au collégial. Et pourtant, Alabama, même si ça s'est fini, c'est quand même une qualification pour le championnat national avec comme 4e tête de série. Ça s'est terminé contre Michigan, mais est-ce que c'était vraiment le fait qu'il était plus d'actualité, qu'on avait besoin de changement? Et là, ce que ça va faire, c'est parce que ce qui arrive aussi, c'est que dans le collégial américain, l'aura autour d'un entraîneur-chef est plus important que dans la NFL, parce qu'on regarde déjà, il y a déjà des recrues qui avaient déjà mis un commitment sur Alabama, qui ont décidé, j'enlève mon commitment, je vais aller revoir ailleurs, juste parce que Nick Saban a quitté. Donc, à quel point ça va changer l'allure du côté du Crimson Tide, mais on amène l'entraîneur des Huskies de Washington, qui sont les derniers finalistes du championnat national américain, qui s'en vient remplacer Nick Saban à Alabama. Voyons voir, mais écoute, je pensais pas... on a quoi? 7 championnats nationaux? Oui, j'ai quelques petites statistiques en rafale, justement, j'ai les ai notées. Pour Nick Saban, c'est 292 victoires au total qui le place 5e parmi les entraîneurs-chefs au collégial. 7 championnats nationaux, 11 championnats de la SEC. À 4 fois, il y a eu un joueur qui a remporté le Heisman, qui, pour les non-initiés, est le prix remis aux joueurs universitaires américains de l'année. Et donc, puis j'ajouterais là-dedans un running back, parce que les running backs qui gagnent le Heisman, c'est pas rare. n'importe lequel. Derrick Henry a gagné le Heisman en 2016 pour Nick Saban. Un running back qui gagne ça, c'est très, très, et très quand rare. même, statistique sous-estimée, 40 de ses assistants sont devenus des entraîneurs-chefs éventuellement pendant leur carrière. C'est fou. C'est au niveau des... Tu sais, on dit souvent comme quoi les équipes qui essaient de copier un peu le Patriot Way, d'aller chercher les assistants de Bill Belichick, ou plus récemment les assistants de l'arbre d'entraîneur des Shanahan, que ce soit les Carl Shanahan, Sean McVay, tous ces entraîneurs-là. Là, on a Bobby Slowick aussi qui va être un candidat qui s'ajoute à cette liste-là.
Mais on est dans ce calibre-là d'entraîneurs qui ont développé comme un arbre d'entraîneurs qui sont devenus de bons entraîneurs. Nick Saban a eu un impact sur le monde du football pendant sa carrière. C'est surréel. C'est le Bill Belichick du collégial. C'est tout aussi gros que ça. C'est deux Ils ont monuments. la même vibe en plus. C'est ça. Puis les deux, en plus de Pete Carroll, tout est arrivé en dedans de 24 heures. C'était 3 monuments qui sont tombés en même temps. C'était assez surréel de voir les trois gars. Puis honnêtement, Saban Belichick, d'après moi, ça peut très bien s'entendre à la retraite, ces deux gars-là. Tu mets ça les deux dans un chalet, ça s'en va pêcher le mercredi après-midi. Un podcast. Oh non, moi, je les verrais bien faire une émission. Oui. Un peu comme Kobe et Shaq ont fait quelques années après la retraite de Kobe, où les deux, face à face, et on jase. Où j'avais déjà vu un truc de la sorte. Là, c'est un peu une petite rubrique cinéma. Puis l'ancien étudiant de communication au cégep en moi, là, c'était une entrevue entre Francis Ford Coppola et et Martin Sheen. Pas Martin Sheen, je perds son nom, le père. Charlie Sheen? Non, pas Charlie Sheen. Non, c'est Martin Sheen, pardon, le père qui avait joué dans le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Les deux étaient dans une chambre. Pendant 2 heures, ils avaient un micro et se sont jasés. Je veux voir quelque chose du même genre avec ces deux entraîneurs-chefs-là parce que ça serait du stock légendaire. On enchaîne. Félix, j'ai besoin un petit peu de ton opinion, de ta petite rubrique, de ta petite éditoriale là-dessus parce que on l'a dit, on l'a teasé une couple de fois, mais Mike Vrabel ne sera plus entraîneur-chef des Titans du Tennessee. Entraîneur-chef qui, by the way, je vais quand même le dire, a rendu les Titans cool. Pour la première fois depuis les années 2000, les Music City Miracle Titans et tout ça, a rendu les Titans cool et vraiment était un entraîneur-chef qui a mérité beaucoup de yeux comme étant quelqu'un qui était proche au même titre qu'un Mike Tomlin et qu'un Dan Campbell. Il y a eu des entraîneurs absolument terribles qui sont passés par les Titans avant Mike Vrabel. Des gars comme Mike Mularkey, des gars comme Ken Whisenhunt. Il y en a eu des vraiment mauvais. Mike Vrabel est arrivé... La franchise allait quand même un peu de l'avant. On venait de gagner un match de série contre les Chiefs avant de s'incliner contre les Pats au deuxième tour. Vrabel est arrivé, c'était... Déjà, quand Vrabel a été engagé, ça avait fait controverse dans le sens où on venait de congédier un gars qui venait de gagner un match de série et on venait d'aller chercher le gars qui était coordonnateur de la pire défense de la NFL avec les Texans l'année suivante. Mike Vrabel arrive, rechange tout le programme. Les gars embarquent dans son truc. Tout le monde se met à triper. Il y a un esprit de corps qui se fait. Derrick Henry explose. AJ Brown arrive, ça marche super bien. Ryan Tannehill remplace Marcus Mariota. Les Titans deviennent le fun. Pendant 3-4 ans, cette équipe-là devient complètement le fun. Et là, pour moi, c'est à ce moment-là que tout a débarqué. Au repêchage de 2022, les Titans échangent AJ Brown aux Eagles de Philadelphie. Et à ce moment-là, on voit dans le War Room des Titans, on voit Mike Vrabel qui se lève et honnêtement, il a l'air en tabarnak. Mike Vrabel a pas l'air content. 2 semaines avant, il venait de dire « Tant que je suis le coach des Titans, AJ Brown s'en va nulle part. » Après ça, Rand Carton John Robinson se fait congédier, le directeur général se fait congédier, Rand Carton vient le remplacer, et ça fait des mois qu'on parle d'un petit conflit entre les deux, un conflit de pouvoir. Mike Vrabel pourrait vouloir plus de pouvoir. Ça n'a jamais été vraiment confirmé, on ne sait toujours pas si c'est vraiment ce qui est arrivé, mais il y a un power struggle un peu entre les deux. On sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et ça finit par s'accumuler. Les défaites s'accumulent aussi parce que l'équipe est tout le temps blessée. Les coordinateurs, Mike Vrabel, engagent des gars, ses bons amis, au lieu d'aller chercher des gars qui sont plus de la qualité. Todd Downing, qui a été le coordinateur offensif, s'est fait lapider sur la place publique dans les dernières années. Tim Kelly, qui l'a remplacé cette année, un peu ordinaire aussi. Shane Bowen a été épouvantable comme coordinateur défensif. Il y a eu du bon, il y a eu du très très bon avec Mike Vrabel. Dans les 2 dernières années, un peu plus de moins bon. J'aurais préféré garder Mike Vrabel, mais je pense qu'on veut passer à autre chose chez les Titans. On veut une nouvelle structure plus linéaire, dans le sens où Rand Carton va être le directeur général et on va avoir un entraîneur. Les deux vont avoir des choses, des tâches qui vont être différentes. Carton va s'occuper de créer l'alignement et l'entraîneur va diriger l'équipe. Maintenant, qui je veux pour cette équipe-là, je pense pas qu'on soit avec un coach défensif, sinon on aurait gardé Mike Vrabel. Je pense qu'on va aller chercher un gars offensif qui va aider Will Levis à atteindre son plein potentiel. J'ai 3 noms en tête. Ben Johnson, coordinateur offensif des Lions dans le match qui joue en ce moment. Bobby Slowick, on va en reparler dans 2 minutes, mais quelle masterclass qu'il a fait hier contre les Browns, contre la meilleure défense de la NFL.
il a réussi à caler un match qui était exceptionnel. Et Brian Callahan, coordinateur offensif des Bengals, un nom qui revient un peu et qui viendrait possiblement avec T. Higgins, qui était un fan des Titans en grandissant. T. Higgins, joueur autonome en devenir. Brian Callahan pourrait amener T. Higgins avec lui. Pour moi, c'est 3 noms à surveiller. Et pour Mike Vrabel, je l'avais avec les Pats. Je pense pas que ça va arriver maintenant parce que Gerard Mayo est arrivé. Je pense pas qu'il va redevenir coordinateur ou rien. Je pense que les Cowboys de Dallas, si on congédie Mike McCarthy, Mike Vrabel est le candidat parfait pour cette équipe-là. Et je regarde aussi une équipe comme les Commanders qui pourrait vouloir aller chercher un gars comme Vrabel installé comme une culture au sein de cette équipe-là. Et peu importe l'équipe qui signe Mike Vrabel, je pense que Derrick Henry vient avec. Je pense pas que Derrick Henry est de retour à Tennessee maintenant. Je pense que Henry était surpris quand ça a été annoncé. Henry va suivre Vrabel. Si c'est à Dallas, ça va être à Dallas. Si c'est à Washington, ça va être à Washington. Et si Vrabel n'est pas engagé, honnêtement, je ne sais pas où va aller Derrick Henry. ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire sur le sujet Mike Vrabel. Je pense que c'est une mauvaise décision, mais j'ai hâte de voir qui va être le prochain. On va voir. Je pense que c'était sûrement un petit peu justement de petites escarmouches et de petites bisbilles au sein de l'organisation. On va passer au match. Juste avant qu'on passe au match, au moment qu'on a scoré ça, les boys, connexion de Stafford à Tutu Atwell pour le toucher. C'est maintenant 21-17 pour les Lions. Premier match auquel on a eu droit, déjà la première surprise. Le match-up en tant que tel était 2 surprises qui s'affrontaient. Je suis content quand même qu'on dise que dans cette année du Seigneur de 2024, Joe Flacco n'aura pas gagné de match éliminatoire grâce à CJ Stroud. Les Texans se défont des Browns et je dis se défont, c'était d'une façon très habile. Puis cette fois-ci, c'est pas CJ Stroud qui a eu à tout faire parce que la défensive a été incroyable, les boys. Ça a été, sérieusement, quel match des Texans. Puis, écoute, on va reparler de CJ Stroud dans 2 secondes. Tu parlais de la défensive. 2 pick six. À un moment donné, CJ Stroud s'est assis. Sur 2 séquences consécutives. CJ Stroud s'est assis, OK? Quand il s'est relevé, il y avait 14 points de plus, puis les Browns avaient touché au ballon 3 fois. Ça a été 2 pick six consécutifs. Joe Flacco se sentait généreux hier. Deux passes de toucher dans les mains de l'autre équipe. Et CJ Stroud, je m'excuse. Mais moi, c'est peut-être un take. Si j'avais à me lancer une équipe en ce moment, il y a peut-être, et j'insiste sur peut-être, 4 carrières que je prends avant CJ Stroud. Pat Mahomes, Lamar Jackson, Joe Burrow et Josh Allen. Pour moi, CJ Stroud est au plus fort de cette course-là et il pourrait monter jusqu'à 3e derrière Mahomes et Jackson. Pour moi, c'est vraiment rendu dans cette catégorie-là. Hier, il a joué un match exceptionnel. Puis on rappelle, les Browns, la meilleure défense de la NFL. Stroud, premier match de série en carrière, dominant. Incroyable. À chaque fois, je pense qu'il peut pas plus m'impressionner. Il m'impressionne un peu plus. Puis je suis un fan des Titans. Je peux pas m'empêcher d'aimer CJ Stroud. J'adore ce qu'il fait. Puis j'adore Will Levis aussi. Mais je parlais de Bobby Slowick. Si Bobby Slowick vient à Tennessee, si CJ Stroud veut venir avec lui, ça me dérange vraiment. Voilà. Et je pense que juste avec la game d'hier, les quelques équipes qui avaient peut-être pas pensé de donner une entrevue à Bobby Slowick, je pense que ce gars-là vient de s'acheter toutes les entrevues qu'il veut dans le monde entier avec sa performance de game caller d'hier. Ça a été un masterclass sur toute la ligne. Non, c'est ça. Et quand même, mention spéciale, honorable, shout-out à Steven Nelson, ancien porte-couleur des Steelers de Pittsburgh. Au passage, joueur très sous-estimé et hier, justement, auteur d'un pick six de 82 verges. Attends, mais je aussi Mio, le grand fan de TJ Watt que t'es. C'est drôle quand même parce que TJ Watt n'a pas joué hier. En fait, il jouera pas cette semaine, mais il a quand même eu une aussi bonne semaine que Myles Garrett. Là, ok, ça m'envoie une flèche parce que j'avais mis Myles Garrett Defensive Player of the Year. Puis by the way, TJ Watt, encore une fois, termine la saison au sommet des sacs dans la NFL. Deuxième match auquel on a eu droit, encore une fois, une dégelée. Puis là, je parle pas seulement du score, mais je parle aussi de la température du côté de Kansas City. Les Dolphins n'ont absolument rien donné aux Chiefs qui, au passage, l'ont emporté. Laissez-moi juste sortir quand même. Score final de 26-7. 26-7. Merci, Félix. Avant qu'on se lance sur les détails du match, je tiens à dire, OK, moi, je n'ai pas joué au football
collégial, organiser rien. J'ai joué au flag football, par contre. J'ai joué au flag football et ça se joue quand même à l'extérieur. J'ai joué L'été, quand même... genre au Non. mois de juillet. C'était à l'automne, pendant la saison du football, et c'est allé jusqu'à la première semaine de décembre. Et je peux confirmer que quand il fait froid, c'est difficile d'attraper un ballon. Quand il pleut, c'est difficile, ballon est mouillé, mais quand il fait froid, t'as les doigts gelés, OK? Puis quand t'as le ballon qui s'en vient, ça fait mal, ça snap. T'as l'impression de recevoir comme une roche sur tes doigts. Je confirme que c'est très difficile. Les Dauphins n'étaient pas prêts à ça. Non. Hier, au ressenti, on parlait de moins 30 degrés Celsius à Kansas City. C'est fou. Bref. C'est fou. Écoute, je me dis les Bills de Buffalo ont vu leur match delayed avec les spectaculaires images de la tempête de neige qui frappe Buffalo. Oui. Ça, c'est toujours un classique après année, la tempête de neige qui frappe Buffalo, qui a genre 50 pieds de neige qui tombent en même temps. Et d'autres fois, c'est Le'Veon Bell aussi qui vient stomper, mais bref. Mais du côté de Kansas City, on a quand même poursuivi un peu. Je trouvais ça comme drôle de décision. Mais tu sais, je comprends que le concept n'est pas pareil. C'est pas les mêmes questions de sécurité qui embarquent. Mais c'est parce que les Dolphins, même si je pensais que les Dolphins allaient être le upset de cette semaine d'activité, Pareil. Moi, je pensais que ça allait être un upset parce que je voyais les Chiefs. La cohésion était pas là. On dirait que l'état d'esprit, il y avait de la frustration un peu. On parlait d'il y a quelques semaines, Patrick Mahomes qui avait perdu un peu son coup, son composure sur les lignes de côté. Moi, je voyais Kansas City, j'étais comme, j'ai des points d'interrogation. Et là, je me retrouve avec un bracket où ce que j'avais prédit les Browns, les Dolphins et les Cowboys. Fait que je suis déjà 0-3 puis on a même pas... Non, mais t'as pris qui à soir pour que j'arrête de regarder la game puis que j'assume qui va gagner? T'as pris les Lions, les Rams? J'ai pris les Rams. Pourquoi t'as fait ça? J'ai pris les Rams parce que je m'étais dit l'expérience de Matthew Stafford va payer puis ça va être comme être le homecoming par excellence. Mais je suis désolé. Si vous Vous l'avez entendu en primeur ici, les Rams vont perdre. Juste petite précision quand même pour les auditeurs. Là. En ce moment, encore une fois, on enregistre un match en ce moment, mais en ce moment, sur les 3 matchs qui se sont passés au moment de l'enregistrement, Pop est 0-3. T'sais, on en parle souvent que Pop, c'est l'exemple à ne pas prendre sur les prédictions et sur tout pari que vous voulez faire, autant de manière officielle que dans vos cercles d'amis. Demandez, pour de vrai, là, au passage sur Facebook, super fan des Tigers de Guangdong, vous pouvez interagir avec nous. Demandez à Pop quelles sont ses prédictions, qui sont ses choix pour remporter des matchs éliminatoires. Et vous y allez avec le contraire parce que ça ne fonctionne pas. C'est pas juste que c'est une malédiction, c'est juste. Non, c'est une malédiction. C'est systématique. C'est une malédiction. C'est systématique. Pop n'est pas juste malchanceux. T'es pas juste nul. Oui. Mio. Oui. J'ai pris les Bills demain. Ben voilà ce qui veut dire. J'ai pris les Bills. Moi, je fais juste ça de même. J'ai pris les Bills. Parfait, ce qui veut dire que les Steelers vont l'emporter demain. Vont l'emporter pendant que toi, tu vas être au taf à vendre des jeux de société puis tu vas manquer le match alors que tu étais supposé l'écouter aujourd'hui. Ah, ça, pour de vrai, c'est un des trucs qui me met le plus en tabarnak de la semaine. Là, pour de vrai, là, avec la température. Là. Ah, si. Bref. Mais juste pour revenir un peu sur le match des Chiefs vite, tu dirais que la cohésion était pas là depuis quelques semaines, les Chiefs. Et évidemment, comme je l'avais dit sur le podcast, moi je prendrais jamais contre Patrick Mahomes. Et je sais pas pourquoi, mais les Chiefs ont déjà été là. Tu le sens qu'ils peuvent se sortir de ce trouble-là à tout moment. Et hier, comme par magie. Dans le fond, le problème de l'attaque des Chiefs, c'est qu'ils jouaient pas dans des conditions complètement glaciaires et inhumaines. Quand tu les mets dans des conditions qui ont aucun maudit bon sens, ça fonctionne super bien. L'attaque, elle roule à plein régime. Et tu disais qu'il faisait froid, Mio, comme quoi ça snappait ses doigts. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment fasciné en regardant le match hier. En fait, 2 choses. Premièrement, chaque fois qu'un kicker essayait de botter le ballon, le son était plus lourd à chaque fois. On avait vraiment l'impression qu'il y a une roche, ça faisait foum. À chaque fois, c'était un son qui avait de moins en moins d'allure. Puis aussi, on a quand même vu, j'ai jamais vu ça de toute ma vie avec du football. Patrick Mahomes courait à un moment donné et il a fait contact, son casque a fait contact avec le casque de nos joueurs. Il a un bout du casque de Mahomes a craqué.
Le casque a craqué parce que c'est pas fait pour jouer dans des conditions à moins 30 degrés. C'est fou raide. J'adore le football de froid, j'adore le football d'hiver. Mais voir un casque craquer, ça, c'est une première pour moi. Je n'ai jamais vu ça avant. J'ai vu des casques cassés. Un casque craqué comme ça, jamais. Jamais. Dernier affrontement qu'on peut maintenant parler de fond en comble une fois que c'est fait. Et celui-là, à mon grand plaisir. Honnêtement, là, c'est comme... Chaque ligue a ses équipes que je suis vraiment content que ces équipes-là soient éliminées, malgré qu'ils ont eu des grosses saisons régulières. Malgré plein de choses. Les équipes chouchous des partisans qui regardent très peu le sport puis qui vont les regarder. Au basketball, ce sont les Lakers. Quand les Lakers perdent, j'ai un grand plaisir à les voir perdre. Au baseball, quand les Yankees perdent, j'ai grand plaisir à voir les Yankees perdre. Je te regarde, Félix, je te regarde. Au hockey, arrête de me regarder. Au hockey, quand les Maple Leafs ont de la misère à passer la première ronde, j'ai du plaisir à voir ça. Ah, fait non, mais t'as du plaisir à chaque année au hockey, dans le fond. Ben c'est exact. Au football, c'est la même chose. Parce que c'est une équipe, c'est un noyau qui a commencé un peu en même temps que celui des Maple Leafs, justement, assez drôlement. Là. Les Cowboys de Dallas, mesdames et messieurs, sont éliminés à leur premier match de séries éliminatoires en 2023, pour la saison 2023, contre les Packers de Green Bay, qui, oui, ont eu une bonne saison. Il faut quand même une bonne saison pour se rendre là. Mais les chances, toute la saison, ont été du côté des Cowboys. Les Cowboys qui, ont été la deuxième meilleure équipe de la NFC en terminant la saison. On parlait peut-être même de Dak Prescott pour MVP parce qu'il fallait qu'on ait un QB qui le gagne. Les Cowboys, une fois de plus, ils vont mettre la main sur l'Est de la NFC. J'ai pas de mots pour ce qui t'arrive. J'en ai un, en fait. C'était délicieux. C'était délicieux à voir. C'était exquis de voir l'attaque des Cowboys. Malgré qu'ils ont failli faire quelque chose, je vais pas vous mentir. Oui. Mais de voir l'attaque des Cowboys s'écrouler de la sorte en première demi et au troisième quart. Mais honnêtement, respect à Jake Ferguson, par exemple. Jake Ferguson, 10 catch pour 90 verges, 3 touchés. Wow! Sérieux, Jake Ferguson a été exceptionnel. Puis, il y a quelques semaines, écoute, sur le podcast, je disais aussi, c'est après la victoire contre les Seahawks, un match de jeudi soir, je disais, les Cowboys ont l'air différents cette année. Écoute, je fais souvent des victory laps, ça, tu vois, je vais accepter ma défaite. Les Cowboys sont pareils qu'à chaque année, incapables de gagner un match quand ça compte. Oui, c'était cute en fin de match, mais non, les Cowboys sont incapables de gagner un match important. À demi, je peux pas croire que Jerry Jones s'est pas dit qu'elle allait congédier Mike McCarthy sur le spot puis envoyer un autre coach en deuxième demi. Bill Belichick était déjà dans l'avion, là. Bill Belichick était déjà dans l'avion. Là, ça aurait été le fun. Emmène-moi une télé-réalité, la deuxième demi, on cherche un nouveau coach. T'as une drive pour prouver que tu mérites d'être le coach l'an prochain. Là, on aurait vraiment eu du fun. Mais écoute, tantôt, je parlais de CJ Stroud. Cette saison, on a beaucoup parlé de CJ Stroud, qui risque de gagner recrue offensive de l'année, qui a été exceptionnel à Houston. Et pour un gars de 21, maintenant 22 ans, exceptionnel, CJ Stroud, rien à redire. Je l'ai dit tantôt, je le prendrais comme un des 3 ou des 5 premiers carrières si j'avais à me lancer une équipe. Jordan Love, on parle beaucoup moins de Jordan Love. Et je comprends les circonstances il est plus vieux. Il y a eu beaucoup d'années derrière Rodgers. Mais Jordan Love, en ce moment, a l'équipe la plus jeune de toute la NFL en deuxième ronde des séries, est allé gagner un match à Dallas où les Cowboys étaient invaincus. 16 victoires de suite pour c'est ça, ils sont intouchables à domicile, les Cowboys. Jordan Love arrive avec la plus jeune équipe de toute la NFL comme 7e seed. Il n'y avait jamais un 7e seed depuis 4 ans, quand ça a été instauré, qui avait gagné un match en série. Jordan Love arrive à Dallas, il rentre là-dedans comme s'il était le propriétaire de la place. Il lance des ballons comme s'il était en confiance, comme si ça faisait 20 ans qu'il faisait ça. Et puis quand je le regarde sérieusement, je vois juste Aaron Rodgers. Ce gars-là a passé 3 ans derrière Aaron Rodgers et ça paraît. Ce gars-là a l'air d'Aaron Rodgers. Tu peux sincèrement te mélanger entre les deux. Quel match de Jordan Love. Au calibre de Stroud, il est un petit peu plus vieux, mais il est dans ce calibre-là de corps arrière. Mm-hmm. C'est un gros statement. Mais gros statement ce soir. Gros statement aussi de Aaron Jones aussi. Là, Aaron Jones, oui.
Aaron Jones qui a joué 4 matchs en carrière contre les Cowboys à vie, il a 9 touchés. C'est le Boston Scott. C'est l'équivalent de Boston Scott, mais pour les Cowboys. Boston Scott qui marque tout le temps un touché contre les Giants, le running back des Eagles, là. Aaron Jones fait la même affaire pour les Cowboys. Mais Aaron Jones, c'est un de mes joueurs préférés de la ligue. Aaron Jones avec ses lunettes de soleil, son sombrero, j'adore ce gars-là. Qui a quand même donné le ton, là, parce que, tu sais, on arrivait du côté de Green Bay, on commençait le ballon, je pense que c'était un peu peut-être la décision de faut frapper en premier parce que c'est clair que si on commençait à jouer avec du retard un peu, on n'allait jamais s'en sortir. Aaron Jones marque 2 touchés, rapidement c'est 14-0, on shake le building au grand complet, les partisans sont en ruine un peu, et on voyait Dak Prescott avec CeeDee Lamb, qui d'ailleurs CeeDee Lamb a mené la NFL pour les réceptions cette année, complètement sur 2 galaxies différentes. Complètement. En première aucune chimie entre les deux. Aucune chimie. Comme s'ils venaient de se rencontrer sur Tinder pour une première date. Là. Aucune chimie. Là. Oui, ils se sont rencontrés sur Fruits puis ils ont pas mis le même emoji. Oh, ça c'est tough. Oh. Très 2024 comme joke, ça. Shout-out à tous les plus vieux qui nous écoutent, qui ne comprendront peut-être pas. On vous aime, on vous adore, même si vous ne l'avez pas compris celle-là. Team Pêche, by the way. Team Pêche. Je pourrais pas dire. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mais je veux quand même lancer des fleurs sans, si vous me permettez, la joke. On parlait un peu plus tôt de l'arbre de généalogie d'entraîneur-chef. Matt Lafleur, quel job aussi. Oui. Quel Matt Lafleur, ça fait des années que je déteste ce gars-là, OK? Pour moi, je l'ai vu comme coordinateur offensif des Titans 1 an. Je l'ai trouvé tellement ordinaire, je l'ai trouvé tellement surestimé. Sérieusement, Matt Lafleur qui a gardé Joe Barry. Hein. Joe Barry, qui est le coordinateur défensif, s'est fait tirer dessus à boulet rouge par les partisans des Packers pendant des semaines. Moi aussi, je détestais Joe Barry. A décidé de faire confiance à son gars. Et Matt Lafleur, wow, sérieux, je retire tout ce que j'ai dit de mauvais sur ce gars-là. Matt Lafleur est redevenu correct dans mon livre à moi. C'était tellement un gros match. Puis on rappelle encore, hein, Jordan Love, l'excuse de la plus jeune équipe, ça vaut aussi pour Matt Lafleur, la plus jeune équipe de toute la NFL. Arrive là, leur fait gagner un match à Dallas alors qu'ils sont négligés. Chapeau Matt Lafleur, chapeau Jordan Love et chapeau à tous les Packers. Quelques statistiques rapides quand même. Jordan Love et Matt Lafleur sur le play calling ont été très généreux. 7 receveurs différents ont eu droit à ont capté des passes. Surtout shout-out à Romeo Doubs, 151 verges aussi. Et on parlait à Aaron Jones, probablement aussi MVP du match. 3 touchés, puis 118 verges. La défensive des Cowboys n'avait rien. Il n'y avait rien pour répondre. Il n'y avait rien à faire. Et le Wisconsin au complet envoie maintenant un doigt d'honneur à Mike McCarthy, juste pour la job. On verra si il va survivre au prochain jour. Tu sais, ça reste quand même que Dallas vient de sortir de 3 saisons de 12 victoires. Mais sans succès en séries éliminatoires. Voyons voir ce que ça va faire éventuellement pour lui dans les prochains jours. Parce que ça fait 13 fois consécutives que les Cowboys arrivent en série et qu'ils ne se rendent pas au Conference Championship. 13 fois consécutives. C'est beaucoup. C'est vraiment, vraiment beaucoup. On va passer maintenant au basketball parce que on a eu, là j'ai dit qu'on a eu une drôle de semaine. Au football, ça va. Ce qui était un peu étrange, c'est que Pop soit 0-3 puis qu'on ait justement des affaires un petit peu... Ça, c'est pas étrange. Ça, c'est un lundi normal au bureau, ça, là. Mais la NBA nous a donné une Christie de bonne semaine pour les histoires insolites, les histoires inusitées, les histoires inattendues. Le soap opera de l'univers du sport, je le dis encore, c'est le roman, c'est les feux de l'amour sportif. Oui, mais incroyable. On dit ça de la NBA, mais tu sais, ça arrive un petit peu à gauche et à droite. Non, mais là, on a eu une belle semaine pour du drama dans la NBA. Et ça a commencé cette semaine quand les Raptors ont fait leur voyage sur la côte ouest. Les Raptors qui allaient bien jusqu'à ce point-là depuis l'échange RJ Barrett, Emmanuel Quickley contre OG Anunoby, Precious Achiuwa et un choix. Ça allait bien du côté des Raptors. On était 3-1. On s'apprêtait à être 4-1 alors qu'on disputait un match contre les Lakers de Los Angeles. Alors que décidément, puis là, moi, je vais dire ça totalement biaisé, les arbitres ont décidé d'en avoir à leur propre manière, ce qui était au grand détriment de Darko Jarakovic, qui est allé vraiment
il n'avait pas sa langue dans sa poche en entrevue d'après-match, qui a dit, honnêtement, les gars, là, la Ligue, les arbitres, pour de vrai, là, si ça vous tente pas qu'on gagne, si vous êtes pour faire gagner l'autre équipe, si vous êtes pour faire gagner les Lakers, hey, dites-le nous, hein, puis on va pas se pointer, là, ça sert à rien, là. Puis tout ça, ça venait justement de la disparité des lancers francs donnés aux deux équipes. Je vais demander un peu votre opinion là-dessus, les boys, parce que j'ai vu vraiment les deux côtés du débat se lancer des fléchettes. D'un côté, qu'on disait, ben oui, en effet, les Raptors n'ont eu seulement que deux lancers francs durant le quatrième quart. Oui, les Lakers en ont eu 23. Puis après ça, ben, à l'inverse, on y va juste à dire, ben, hey, c'est pas si pire parce qu'une dizaine de ces fautes-là ont été des fautes intentionnelles. Je veux un peu votre opinion là-dessus parce que c'est vraiment c'est très nuancé comme sujet. Ouais. Je vais te dire honnêtement, j'ai pas vu le match. Je peux pas me faire une opinion, j'ai pas vu ce qui s'est passé, donc je vais pas critiquer un peu. Je vais pas critiquer, même que ce soit juste un petit peu les officiels parce que j'ai rien vu. Je vais rien dire. Un coach qui dit on record à la télévision et devant les caméras que la ligue est truquée. Wow! Pour vrai, là, je pense que c'est la façon la plus blonde. Tu sais, c'est bien beau de dire que les partisans, on dit, les arbitres avantagent quelqu'un. Tu sais, c'est un réflexe, on a toujours, moi le premier, j'ai déjà eu ce genre de réflexe-là. Mais qu'un coach qui, à la première question des journalistes, qui fait un rant et qui dit la ligue est truquée pour les Lakers et LeBron James, en paraphrasant, soit dit en passant, c'est pas exactement ça qu'il dit, c'est du génie. C'est du drama. Et juste pour vous dire que Darko Jarakovic a eu juste eu une amende de 25 000 $ américains. Ah oui. Comparativement à Fred VanVleet qui avait juste critiqué un officiel, avait même pas dit que la ligue était truquée. C'est le même. C'était Ben Taylor, le même arbitre. Et Fred VanVleet a eu... On voyait Fred VanVleet qui avait une amende de 30 000 $. On s'est dit, ben voyons, Darko Jarakovic va au moins avoir 100 000 $. Qualifier une ligue professionnelle de truquer ses matchs, ça, c'est des grosses accusations. Le gars a eu une table sur les doigts. C'est probablement, si j'avais 25 000 $ à dépenser inutilement, je pense que je pourrais pas mieux choisir comme façon de le perdre. Ah non, moi, j'ai dit que j'étais prêt à donner un peu de mon prêt étudiant à Darko Jarakovic. Ça, sans doute, prenez-le, mon prêt étudiant. On se fait un GoFundMe pour ça. Mais écoute, moi, tu disais genre que c'est quand même, tu sais, c'est intense de voir un coach dire ça. Puis écoute, moi, je le vois peut-être d'un autre angle, dans le sens où, oui, les Raptors sont vraiment fait avoir cette soirée-là. Puis Jarakovic est arrivé en conférence de presse et il s'est dit, moi, je vais défendre mes gars. Mes gars ont tellement travaillé fort et il est vraiment allé au bat pour ses gars. Il était tellement dans une chaise de défendre ses gars, OK? À un moment donné, il s'est perdu, puis il s'est mis à dire que Scottie Barnes allait être le prochain visage de la ligue. Là, il est parti, il est vraiment parti complètement. Et puis, écoute, c'est pas d'insulte envers Scottie Barnes, mais je dis juste que le gars s'est pointé, il s'est dit, gars, moi je laisserai pas mes gars tomber. Puis il a perdu le contrôle le même donné. Je pense qu'il était à deux doigts de dire qu'RJ Barrett allait gagner l'MVP cette année. Mais j'ai aimé ça. J'aime ça voir un gars qui va défendre ses joueurs. Surtout après un match parce que oui, ils se sont vraiment fait avoir. Puis on le sait, c'est connu. Demande à n'importe quelle équipe qui joue contre les Lakers, n'importe quelle base de partisans qui joue contre les Lakers, je suis sûr que Jarakovic n'est pas le premier à penser ça. C'est le premier qui le dit, mais je suis sûr que c'est répandu à travers toute la NBA. Écoute, Félix Pipop, là, l'année passée, quand les Nuggets étaient en finale de conférence contre les Lakers, on va s'en rappeler, coach Mike Malone des Clippers, des Nuggets, en entrevue d'après-match, qui dit, puis au passage, les Nuggets ont gagné les 4 matchs de cette série. Là. Ils sont balayés. Ouais. Puis après le premier match, ce qu'on réussit à dire, c'est que, je pense que là, du côté des Lakers, on va comprendre maintenant le jeu. Je pense que là, on a quand même trouvé la façon de battre Nikola Jokic.
Le gars est en train d'avoir probablement une des meilleures performances individuelles en séries éliminatoires qu'on a vues en histoire récente ou révolutionnaire pour un joueur à sa position. Puis tout ce que tu es capable de parler, c'est des Lakers qui finalement sont pas si pires que ça, puis ils devraient pas être là. Non. Gardez la même énergie que vous aviez eu quand ils ont joué contre les Warriors une série précédemment. Mais c'est un problème que, tu sais, d'une part, chez les Raptors, qu'on est sous-apprécié, puis la NBA qui aime bien ses Lakers, qui aime bien ces marchés qui fonctionnent bien parce que ça fonctionne bien. À quoi bon regarder des matchs d'une équipe qui n'est pas dans ton pays, là? Ça, puis Gab, je vais y aller. Écoute, c'est complètement biaisé ce que je vais dire. Je le sais, je l'assume, puis je le porte. Plutôt cette saison, les Timberwolves ont un back-to-back, un 2 matchs en 2 soirs. Les Timberwolves qui est premier dans l'Ouest, là, meilleure équipe de l'Ouest. En 2 jours, on s'est pogné les 76ers et les Lakers, OK? Les 76ers, pour le contexte, ceux qui ne suivent pas, Joel Embiid est reconnu à travers la ligue comme étant un des meilleurs acteurs à tirer des fautes en plongeant tout le temps. Ce match-là, les arbitres avaient été particulièrement sévères. C'était faute après faute contre les Timberwolves. Il s'était fait avoir, je pense que Joel Embiid avait à peu près 47 lancers francs, j'exagère, mais pas tant que ça. Puis je me souviens parce que les 76ers avaient gagné ce match-là. Puis je me souviens que le feeling dans la base de partisans des Timberwolves, c'était rough ce soir, mais demain, on joue contre la taxe Lakers des arbitres. Je pense que je m'en sortirai pas. Et comme de fait, les Lakers avaient eu une tonne de lancers francs le lendemain. Je pense que les Timberwolves avaient gagné. Je suis plus sûr de ce match-là, mais je suis pas mal sûr que ça avait été quelque chose comme ça. Je pense qu'ils avaient gagné contre les Lakers. C'est reconnu à travers les... Demandez à n'importe quelle base de partisans. Et oui, ça vient avec le fait que les Lakers sont connus, LeBron James est connu, puis on veut comme détester celui qui est au sommet et tout, puis... Mais ça reste que, objectivement, quand tu regardes, les Lakers ont tellement eu plus de lancers francs que les Raptors dans le match qu'on joue cette semaine au 4e quart. C'était épouvantable. Les Raptors en ont eu 2, les Lakers en ont eu une vingtaine au 4e quart. Ça n'a aucun bon sens. Ça dénature l'intégrité de la ligue. Et peut-être que Rajakovic a débordé un peu, surtout dans le bout où il disait que Scottie Barnes allait être le futur visage de la ligue. Mais ça reste, au fond, je m'excuse, mais il y avait un point. Il y avait un point et il se défendait ce point. Moi, la dernière chose que je vais ajouter sur ce dossier-là, c'est que, moi, en tout cas, personnellement, moi, je trouve que les coachs dans l'NBA sont dans les 4 sports professionnels nord-américains, c'est probablement les entraîneurs les plus calmes, qui gardent leur composure, même devant les médias. Tu sais, au baseball, tu vas voir des managers engueuler des officiels sur le terrain, même pas besoin d'attendre la conférence de presse, on règle ça sur le terrain. Aaron Boone est le maître. Bobby Cox, je me souviens plus le nom de celui lancé des Mets, mais qui avait engueulé, ça avait fait en mic, c'est devenu viral sur Internet. Ouais. Tu sais, la Ligue nationale. J'ai vu son nom aussi, mais ouais. Mais tu sais, la Ligue nationale, t'as des gars comme John Tortorella qui s'amusent à troller puis à rendre les jobs des journalistes difficiles. Puis dans la NFL, écoute, on a déjà eu des entraîneurs qui ont dit c'était quoi qu'il disait? You play to win the game. Tu sais, ils peuvent s'embarquer dans des tirades. The Bears are who we thought they were. Tu sais, il y a des classiques, des one-liners de même. Dans l'NBA, t'as jamais ça. Tu sais, dans l'NBA, t'as rarement ça. Puis de voir Darko Rajakovic sans porter de même, c'était du génie. C'était juste... Dans l'NBA, t'as Greg Popovich qui fait la gueule pendant 2-3 jours, puis ça panique. Fait que les gens sont pas habitués à ça. Puis la NBA est pas reconnue comme une ligue conservatrice, mais au niveau des entraîneurs qui font des déclarations comme ça, oui, c'est conservateur la NBA. Je pense que les gens le réalisent peut-être pas, mais oui, c'est conservateur à ce niveau-là. C'est rare que tu vois les entraîneurs s'emporter comme ça. C'est un super bon point que t'amènes, Pop, là-dessus. Bref, c'était ça un peu. Fait que, let's go! Moi, je veux voir des runs de même. En tout cas, si Darko Rajakovic ne gagne pas le rent de la conférence de presse de l'année 2024, c'est truqué à quelque part. Mais bon, ça, c'est un autre affaire. Oups, c'est un peu sur le sujet. On va changer un petit peu de la culture, moment classique sur ce podcast qu'on avait eu Liam Hood d'Alioup 360 pour jaser avec nous de la saison de la NBA. Félix qui parle du Heat de Miami et la culture. Et cette semaine, la culture était en pleine force pour 2 grosses nouvelles. De un, les 2, c'est pleinement mérité au passage, mais ça fait partie de la culture. Le premier, Eric Spoelstra.
Eric Spoelstra, l'entraîneur-chef, a reçu une prolongation de contrat et une sacrée belle prolongation de contrat. Messieurs, 8 ans, 120 millions de dollars. Hey, je sais pas qu'est-ce qui me surprend le plus. Est-ce que c'est le montant ou le fait qu'on a donné 8 ans? Tu sais, Eric Spoelstra, on parle d'entraîneur qui fait partie des meubles dans la NFL. Eric Spoelstra, peut-être, sûrement, à part Greg Popovich chez les Spurs de San Antonio, c'est probablement lui qui doit être le deuxième dans le règne le plus long chez les entraîneurs actifs. Oui. Et tu redonnes 8 ans, malgré le fait que le Heat est une bonne équipe, mais qui n'est pas super contender. On est allé deux fois en finale dans les 4-5 dernières années, sans soulever. C'est la culture. Mais c'est la culture. Est-ce qu'on peut saluer... Lâche-moi avec la culture, Mio. Est-ce qu'on peut quand même saluer le Heat de Miami qui a décidé de donner une prolongation de contrat à Eric Spoelstra après que ce dernier ait signé des papiers de divorce il y a quelques jours? Boss move. Ça, là, pour vrai, là, si c'est pas ça la culture du Heat, je me demande c'est quoi. Il a eu son bag. Écoute, je souhaite surtout au Heat que ça fasse pas comme le dernier entraîneur de la NBA qui a signé un gros contrat. Parce que la dernière fois qu'un entraîneur de la NBA a signé un contrat record, c'est Monty Williams qui a signé un contrat avec les Pistons de Détroit. Mio, la saison des Pistons, ça va comment? Elle va très mal, mesdames et messieurs. Il faut aller chercher un peu loin. En fait, à ce jour, ça reste la seule équipe de la NBA à ne pas avoir gagné en 2024 contre toute attente. mais j'ajouterais une dernière affaire. Et LeBron James, on parlait de LeBron James il y a quelques secondes. Pour revenir sur Spoelstra, cette semaine, LeBron James, un beau message d'amour. J'adore Spoelstra, il mérite tout ça. Je suis super content pour lui. Les gens ont oublié, par exemple, qu'en 2010, quand LeBron James est arrivé, une des premières choses qu'il a dit, et il l'avait pas dit ouvertement, mais il l'avait fait passer par les médias comme il fait tout le temps. Est-ce que Spoelstra est vraiment l'homme de la situation? Est-ce qu'il faudrait pas le congédier? Il y a 15 ans, il voulait son congédiement. Là, aujourd'hui, un homme exceptionnel. J'ai adoré travailler avec lui toute ma carrière. Écoute, LeBron continue sa réputation d'être le meilleur menteur de l'histoire de la NBA. Bravo à LeBron. Et ça c'est quelque chose qu'on ne verra pas. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on n'a pas lu dans le livre Return of the King, biographie de LeBron James, écrit, by the way, par Brian Windhorst, qui en a fait sa carrière. Quelle surprise! Quelle surprise! Au passage, quand même, pour le contrat d'Eric Spoelstra, en termes de chiffres, salaire annuel, il sera mieux payé que 77% des joueurs de la NBA, ce qui, en soi, est incroyable quand on parle d'un entraîneur-chef. Petite mention, encore une fois, sur le Heat qui, au moment qu'on enregistre, disputer un match. Et on a Pat Riley qui a pris le micro pour une rare fois. C'est quand même le parrain, c'est le Godfather du Heat de Miami, mais est plus dans l'ombre ces jours-ci et a annoncé au match, devant les partisans, avec la présence de Dwayne Wade à ses côtés, que ce dernier va recevoir officiellement une statue devant l'amphithéâtre du Heat de Miami. Le premier joueur de l'organisation à l'avoir est très honnêtement le plus méritant, le joueur le plus excitant, le plus électrisant. C'est Monsieur Heat, là. C'est Monsieur Heat de Miami qui, à part peut-être une très courte période en fin de carrière, a joué toute sa carrière-là, a ramené 3 championnats, les 3 premiers championnats de l'histoire du club. Tu sais, à qui d'autre tu voudrais donner ça? Alonzo Mourning? Non. En tout respect pour Alonzo Mourning, puis tous ces grands joueurs-là, même Tim Hardaway qui a joué là, LeBron James, Chris Bosh, tous ces gars-là qui ont joué là, Dwayne Wade, quand tu penses Wade de Miami, tu penses à Dwayne Wade. Non, mais Alonzo Mourning fait partie de cette conversation. Oui, du panthéon du j'enlève rien à Mourning, juste que quand tu penses au Heat, tu penses à Dwayne Wade. Puis tu penses aussi à Michael Jordan, que son numéro a été retiré là par les Heat, parce que pourquoi pas. Mais... Attends un peu, c'est un petit peu intéressant ce que tu nous amènes là, Michael Jordan, parce que les Bulls de Chicago, eux aussi, ont eu une petite soirée d'inauguration où c'était afin de célébrer leur Ring of Ceremony. Et les Bulls ont reçu plusieurs joueurs, plusieurs anciens joueurs et plusieurs anciens coachs. Phil Jackson était là, justement, entraîneur-chef de la formation des années 90.
Michael Jordan et Scottie Pippen n'étaient pas là pour des raisons très, 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 très évidentes de leur petite querelle concernant Marcus Jordan, fils de Michael, et Larsa Pippen, ex-femme, ex-conjointe de 25 ans de Scottie Pippen, qui sont fiancés. Qu'est-ce que je disais? Les feux de l'amour du sport. Comment tu peux avoir une autre ligue qui peut faire un affaire de même? Non, c'est ça. Puis Jordan a quand même fait une vidéo pour dire je vous le jure, j'aurais aimé ça être là. Bon menteur, mais il n'était pas là. Par contre, événement très, 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 très malaisant, c'est pendant cette inauguration-là, on voulait mettre à l'honneur Jerry Krause. Jerry Krause était le directeur général de la formation, notamment pendant les années 90. Et paix à son âme, il est décédé et c'est sa veuve qui était présente et elle a été huée par les partisans des Bulls, les gars. Puis il va juste huer, là. Jerry Krause a tellement été hué par les partisans, sa veuve est partie à brailler durant la cérémonie. C'était tough. J'ai un mot pour ça. En fait, j'en ai deux. C'est dégueulasse puis c'est inacceptable. C'est aime-le ou pas. J'ai aucun problème à ce que t'aimes pas un directeur général. Par exemple, à Montréal, j'ai pas aimé Pierre Gauthier, mais ce gars-là a quand même donné corps et âme à une organisation. Mm-hmm. Et on peut ne pas l'aimer. J'ai aucun problème. Tu peux détester son travail. J'ai aucun problème avec ça. Mais là, en plus, non seulement tu la personne, mais vu que la personne n'est pas là, tu passes par sa femme qui... J'ai un malaise avec ça. Ça me lève le cœur. Et Jerry Krause était pas un gars parfait. Il avait une réputation d'être un gars très dur, un gars très, très, très carré. Mais il a quand même construit 2 dynasties avec les Bulls. 2 dynasties. N'importe quelle équipe prendrait ça n'importe quand. Et les Bulls, au lieu d'honorer un des leurs, décident de huer sa femme quand il était honoré. Et tout ça, Nio, je sais que tu voulais en parler, je vais te faire une passe sur la palette là-dessus. Pour moi, tout ça est influencé par la perception de ce gars-là, qui a été vraiment, vraiment, vraiment détruite. Et enlaidie par The Last Dance de Michael Jordan. Oui, exact, parce que, puis merci pour cette passe-là, cette petite saucer passe. Maintenant, je vais m'en permettre de faire un one-timer à la Ovechkin pré-2023-2024. The Last Dance, qui, originalement, pour tout le monde, vraiment, là, avait pour but de mettre en lumière cette dynastie des Bulls des années 90. Rapidement, les gens se sont dit hey, finalement, on dirait plus un documentaire pour Michael Jordan. Et ça l'a rapidement viré là-dedans parce que c'est Michael Jordan, bien évidemment, qui a été en grande partie derrière le projet. Mais la perception qui avait été faite, justement, je pense que ça vient en même temps du fait que Jordan est un personnage très rancunier, ne prend pas les insultes, ne prend pas les shots qu'il prenait à la légère, et Jerry Krause et en surtout faisait... pas très personnellement. Ah non, c'est ça. Puis on en a vu des centaines de bons mimes en ressortir. Puis l'affaire avec Jordan, c'est que, et Jerry Krause, c'est que Krause, lui, avait un certain complexe qu'on peut dire le complexe de Napoléon. Quelqu'un de petite stature, littéralement, mais qui détient un grand pouvoir. Mais donc, puisque c'est une personne de petit pouvoir, il faut lui en donner. Il faut nourrir son ego de petite personne parce que c'est quelqu'un qui, évidemment, puis ça a été même dit dans le documentaire, c'est quelqu'un qui est parti de pas grand-chose, c'est quelqu'un qui n'a connu que des défaites dans sa vie personnelle jusqu'à ce qu'il soit en poste chez les Bulls de Chicago. Et les commentaires qu'il avait émis lors l'un des championnats des années 90, c'est qu'il avait dit, oui, en effet, les joueurs ont gagné le championnat, tout ça, mais les joueurs ne gagnent pas sans l'organisation. Et puis ça, c'est quelque chose que Jordan n'a pas pris à la légère. C'est quelque chose qu'il a pris très à cœur. C'est quelque chose qu'il a pris personnel pour le restant de cette dynastie des Bulls des années 90, qui a dit « Hey, attends un petit peu, mon petit homme. Oui, c'est du bon monde qui travaille dans les bureaux, puis je vais rien leur enlever. Mais à la fin de la journée, c'est les joueurs qui mettent l'uniforme, qui vont jouer sur le plancher, qui vont ramener des championnats. Et ça, c'est quelque chose que Jordan a été très vocal sur le documentaire. Et malheureusement, Jerry Krause n'a pas pu être là pour se défendre en réaction à ça. Ce qui fait que la perception du public peut avoir été influencée par Jordan, qui
peut-être Jordan non plus, là, oui, avait certains problèmes avec Jerry Krause, mais la dernière chose que Michael Jordan, je dis bien, aurait voulu, c'est qu'on commence à ternir le nom de Jerry Krause et encore plus celui de Thelma Krause, sa veuve, et de commencer à la huer devant les partisans. Puis les partisans qui, au passage, devraient être gracieux de ce que Jerry a fait pour l'organisation, quand même, de rapporter 6 championnats, d'être allé chercher Scottie Pippen, d'être allé chercher toute cette formation des Bulls, la rechanger, se défaire de Charles Oakley pour aller chercher Horace Grant, aller chercher tous ces joueurs-là. Et après ça, lors du retour de Jordan, ben, on va aller chercher Scottie Pippen, Dennis Rodman, on va aller chercher Ron Harper, on va aller chercher Steve Kerr, toute cette équipe-là. Bref. Steve Kerr qui était qui était d'ailleurs l'autre bord des lignes de côté parce que le match opposait les Warriors de Golden State. Ouais. On avait tout préparé, donc Steve Kerr était l'autre bord, regardait ça. Et même avant un match, je me mets à sa place, ça devait être tellement déstabilisant et malaisant pour lui, même si c'était même pas son équipe qui était honorée ce soir-là. Puis j'ajouterais aussi une dernière affaire, tu sais, Mio, tu parlais comme quoi Jerry Krause avait des besoins de pouvoir, voulait ressentir du pouvoir et tout. Je m'excuse, là, mais Michael Jordan n'est pas exactement un saint à ce niveau-là. Michael Jordan non, exactement. Est encore pire à ce niveau-là. Michael Jordan a besoin de tout contrôler. The Last Dance, là, je sais pas si vous vous rappelez, il y a eu le contrôle, il y a eu la direction exécutive sur tout ce qui était dit. Tout ce qui était fait, ça passait par Michael Jordan, ça devait être approuvé par lui. Et ce gars-là avait besoin il a eu besoin de louer 3 maisons luxueuses juste pour lui parce qu'il voulait pas que ça se fasse chez eux, il voulait pas que ça se fasse dans un endroit. Michael Jordan le paraît très important pour lui, mais il y a un grand besoin de contrôle derrière ça. Puis je pense que c'est assez évident quand tu te regardes 2-3 secondes. Ouais. C'est dégueulasse ce qui a été fait à la veuve de Jerry Krause ce soir-là. Et honnêtement, c'est une réaction horrible, mais chapeau quand même. On a réalisé que c'était horrible, on a fini par l'applaudir à la fin. On s'est quand même bien repris, mais juste le fait que ça a été fait à la base, c'est inacceptable. Ça n'aurait jamais dû arriver. Et c'est probablement mon plus grand coup de gueule de la semaine. Ouais, puis juste la petite mention, tu parlais pour finir sur The Last Dance, justement à quel point Jordan était un maniaque du contrôle et de la perfection. Et c'était la fin, je me rappelle encore, c'est mon moment préféré de la série au grand complet. La fin de l'épisode 7, où est-ce que au passage, c'était un remix de la chanson The Sound of Silence, où on voit les succès des Bulls des années 90 jusqu'à la saison 98. Et tout le monde qui dit Jordan, c'était un tyran, c'était un coéquipier de merde. Puis Jordan qui dit je le fais juste parce que c'est la façon que j'ai toujours gagné. Et il était en sanglots, il était en pleurs au point qu'il a dû dire couper les caméras, c'est terminé. C'est émotionnel à un point pour lui, justement, cette guerre entre personnalités, entre lui et Jerry Krause. Oui, complètement. J'ai rien à ajouter. C'est un excellent recap de la situation. Excellent. Alors, on va passer un petit peu du côté du hockey de la Ligue nationale parce que on a eu des petites nouvelles qui sont sorties. Rien de trop extravagant. Malgré, mesdames et messieurs, on a sorti les premiers uniformes du All-Star Game qui s'en vient dans quelques semaines. Et on a essayé quelque chose. Encore une fois, on en parle toujours que la LNH, c'est une ligue qui est toujours qui est en retard sur tout. Ce qui est de relation avec ses partisans, d'essayer d'être cool, de s'intégrer dans la culture, Félix, la culture. Et on est allé collaborer, ça a du sens, avec Justin Bieber. Tu sais, le match des étoiles est à Toronto. Tout était là pour que ça fonctionne. C'est juste que l'univers hip-hop et la LNH, c'est pas encore là, ce mariage-là. On n'a pas trouvé encore quelque chose qui fonctionnait. Ce qui fait que les uniformes du All-Star Game ont une petite saveur à la Justin Bieber, à la Drew. Puis là, pour les gens qui sont peut-être pas en mesure de voir ou de le googler, pensez à la campagne Tim Hortons qu'il y avait eu, Drew. Pour les Timbits, ben, la couleur, tout ce qui est police d'écriture, ça ressemble beaucoup à ça. Ce qui fait que les gens ont un petit peu de misère avec ça, puis j'ai envie d'avoir un petit peu votre opinion là-dessus, parce que du côté de la Ligue nationale, comme je dis, ben, on essaie pas de se rajeunir, mais d'aller chercher quelque chose de cool, puis on se plante la gueule.
Mais c'est la Ligue nationale qui est juste en crise d'identité. C'est le stéréotype du père récemment divorcé de 42 ans qui s'achète une Mustang décapotable pour être cool. La Ligue nationale, c'est à peu près ça un peu, quand tu y penses. Puis écoute, pour vrai, les chandails, c'est discutable. Il y en a quelques-uns, tu sais, je m'excuse, là, mais le rouge et le bleu, là, tu m'aurais sorti un emballage de sac Doritos, je t'aurais dit c'est ça. Tu sais, c'est des Doritos, puis les Doritos Ranch, c'est les bleus. Je sais pas. J'ai de la misère un peu. Le blanc, par exemple, je le trouve clean. C'est avec la couleur et tout ça. Ouais. Mais le jaune, qui est comme en or, avec l'étoile en or, mais que les deux nuances se ressemblent un peu. Fait que c'est comme... Je suis pas sûr encore, mais bon. C'est une belle tentative, mais en même temps... Le match des étoiles et tout l'événement qui vient avec a tellement perdu de lustre dans les dernières années au niveau de la popularité que, au fond, qu'est-ce que ça fait que les chandails soient beaux ou non? Mais tu sais, en même temps, on est demandant du côté du hockey, tu sais, la Ligue nationale est en crise d'identité, mais le partisan moyen est très conservateur aussi. Fait que, tu sais, t'auras bien beau essayer de faire de quoi d'extravagant qui sort un peu de l'ordinaire, un peu champ gauche. La base de partisans moyens est tellement conservateur que ça va trouver le moyen de chialer, peu importe ce qui va arriver. Moi, il y a quelque chose, par exemple, puis j'ai entendu parler de ça cette semaine, puis c'est quelque chose que je tendance à être d'accord avec ça. Les uniformes de match des étoiles, pour moi, il y a une dimension avec les chandails qu'on a fait, puis je comprends la notion de Justin Bieber, qui est un gars de Toronto et tout, mais regardez dans la MLB, c'est le meilleur exemple. Quand on va à un endroit, mettons cette année, on était à Seattle au match des étoiles, tu regardes l'uniforme, il y avait des éléments qui rappellent Seattle. Ça reste quand même un uniforme qui est généralement neutre, mais tu sais, on avait des couleurs qui rappelaient Seattle, on avait la notion d'eau, parce que c'est une ville qui est comme sur l'eau. Quand le match était au Dodger Stadium, on avait des étoiles, tu sais, on était à LA, on met des éléments qui rappellent ça, puis on dirait que la NH reste tellement dans le typique, le généralisé. Le générique, c'est ça, merci pour le mot. On va dans le générique, puis on met pas ces éléments-là qui donnent une saveur précise de ces matchs-là, qui donnent un élément d'appartenance à la ville où est-ce qu'on est. Puis je trouve que c'est peut-être ça qui manque pour personnaliser, puis améliorer un peu le format. Puis encore là, comme tu dis, même si on mettait ça, même si on mettait un uniforme à la saveur Toronto, les gens chialeraient parce que la tour du CN est trop grosse, la feuille d'érable est pas belle. Il y aurait quelque chose qui fonctionne pas quand même, mais bravo d'avoir essayé quelque chose. Félicitations pour ça. Au moins, on reste pas dans le très générique, comme tu disais. Mais donnez-moi un petit peu plus de saveur de la ville. Pas juste, ouais, mais c'est un artiste musical avec sa compagnie qui ont aidé à faire ça. Ça me suffit pas. Même si on avait fait des chandails avec Drake, j'aurais pas aimé ça non plus. Oh, je vais pas te mentir, par contre, partisan de hip-hop en moi, puis de toute cette culture-là, un chandail au VO, là... Mais tu vois, j'aime pas Drake, fait que moi, ça m'aurait pas dérangé. Mais, tu sais, puis j'aime pas Toronto, c'est quand même connu. Mais, moi, un petit tour du CN. J'aurais déjà beaucoup plus aimé ça. Au moins, tu sais, fais-moi quelque chose qui me rappelle la ville, puis montre-moi quand je vois ça. Ah, ok, on a fait ça parce qu'on est à Toronto. On a mis quelque chose qui rappelle ça un peu. Mets ça hyper cliché. Mets un castor, si tu veux, ça me dérange pas. Fais juste mettre quelque chose qui rappelle un peu la ville, qui donne un peu une saveur à ces uniformes-là, qui rappelle un peu l'endroit où est-ce que le match est tenu. Pour moi, c'est la seule chose que je pense qui pourrait être meilleure à ce niveau-là pour la conception des uniformes. Non, définitivement. Les Canucks de Vancouver et les Jets de Winnipeg ont eu des très bons mois, un très bon dernier mois et demi à leur saison. Les deux qui se disputent le premier rang dans la Ligue nationale, ben oui, quand même les Oilers qui ont gagné au Centre Bell au passage. Et on jasait un petit peu de ça en pré-émission. Là. Commentaire très, très, très comique à l'endroit de Quinn Hughes, les boys. On s'est fait dire cette semaine que l'année dernière, il y avait des considérations de faire jouer Quinn Hughes, probablement en ce moment le favori pour le trophée Norris. On n'était pas loin de le faire jouer non seulement à l'attaque, mais au centre. Ouais, c'est Bruce Boudreau qui a parlé de ça hier soir, vendredi soir, excuse-moi, sur les ondes de NHL Network, qui expliquait que lui, qui était l'entraîneur des Canucks à l'époque, il s'était fait demander, Quinn Hughes, essaie de mettre ça au centre, voir, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait faire. Et, évidemment, il n'a pas donné le nom de la personne qui a demandé ça. On ne sait pas qui est à l'origine de cette demande-là, mais
Quinn Hughes au centre, ça aurait été quand même quelque chose, parce que là, tu regardes ce qui est arrivé, puis Quinn Hughes n'a pas toujours été ce qu'il y a en ce moment. Ça avait été un petit peu plus difficile dans la saison dernière, puis la saison d'avant aussi. Je me souviens l'année où est-ce que le Canadien était... L'année de la division canadienne, où est-ce que les Canadiens jouaient contre les Canucks, c'est vrai, 27 fois. Ah, puis c'était un match de genre 5-1 ou un affaire de même, là. Ah, mais il y en avait tellement eu, puis à chaque fois, Quinn Hughes était tellement mauvais dans sa zone, je comprends pas qu'est-ce que les Canucks s'y trouvaient. Pour moi, il semblait à ce que Chris Wineman était depuis 2 ans. Et là, Quinn Hughes est rendu vraiment à un autre niveau. Il joue de l'excellent hockey, puis c'est quand même drôle de s'imaginer un monde dans lequel Quinn Hughes, qui est en ce moment ce qui se fait de mieux avec Cal McCarr et Adam Fox comme défenseur offensif dans la LNH, se demander qu'est-ce que ça aurait pu être si ce gars-là avait été devenu un joueur de centre, parce qu'une ligne de centre de Elias Pettersson puis Quinn Hughes, quand même pas. Ah, puis JT Miller aussi, tu peux faire pire. Tu peux vraiment faire pire. Puis écoute, l'année passée, il y avait même Bo Horvat aussi qui était dans oui, le mix. Oui, Bo Horvat, aussi. c'est vrai, il y a Bo Horvat aussi. C'est vrai. Il y avait Bo... Mais tu sais, tu fais juste imaginer, tu sais, je comprends des gars un peu comme Dustin Byfuglien qui a commencé attaquant, qui s'est ramassé défenseur. Brent Burns, ça a été un peu la même chose. Brent Burns qui a été quelques shifts lors de la saison écourtée de 2013, avait eu quelques games en tant qu'attaquant, ça a fonctionné aussi. Ouais. Mais tu sais, on parle des lacunes de Quinn Hughes, surtout en début de carrière. Tu sais, je pense pas que ça justifiait de le mettre au centre. Oui, je comprends que c'est un patineur, puis un distributeur, un fabricant de jeux totalement exceptionnel, mais il aurait fallu vraiment améliorer. Être au centre, ça demande d'être tellement constant défensivement, puis probablement qu'il aurait peut-être joué contre les gros trios, là, tu sais, on sait pas, là. Si mettons, t'es un entraîneur, puis t'as le dernier changement, puis tu veux certainement mettre ton meilleur trio sur un gars comme Quinn Hughes, qui est pas un centre naturel, au mise au jeu, ça aurait fait quoi aussi? Fait que, tu sais, l'idée est farfelue. Oui, l'idée est farfelue, puis j'ai tellement hâte que dans 3 ans, on a le même débat à Montréal avec les Knudsen. Ça va tellement être le fun quand on va se demander si Thielen ne serait pas un meilleur joueur de centre qu'un défenseur. Oui. J'ai déjà hâte, et pour vous le dire tout de suite, la réponse, ça va être non. Ça va toujours être non. Peut-être comme ailier, mais jamais comme centre. Ce sera jamais une bonne idée de mettre un défenseur au centre. Je peux pas croire que ça a été même soulevé. J'aime pas ça, j'aime juste pas ça. Mais tout ça, ça m'a juste redonné un bon souvenir de la division canadienne où on jouait justement contre Vancouver. Tyler Toffoli marquait un taux de chapeau. Oui, c'est ça. Puis Tyler Toffoli a probablement scoré 82 buts contre Vancouver cette année-là. Fait que son ancien club, by the way. On parlait de Michael Jordan tantôt. Le meme And I Took That Personally, c'était Tyler Toffoli contre les Canucks cette année-là. C'était la définition de ce meme-là. Puis tu peux pas trouver de meilleure situation à laquelle l'appliquer. Mention honorable toujours pour rester dans la Ligue nationale à Joshua Roy, petit gars du Sud qui a disputé son premier match dans la Ligue nationale avec les Canadiens en début du résultat contre les Oilers dans une game qui était très fade à regarder, je vais pas vous mentir. Je me suis retrouvé plus de fois à mettre sur le football que les Canadiens samedi soir. Mais shout-out quand même à Joshua Roy qui a une très belle saison avec le Rocket de Laval et a mérité quand même de se faire rappeler. C'était un nom qu'on attendait grandement là, pour qu'il se Joshua Roy, avec qui j'ai du beef, pas personnellement, mais c'est juste parce qu'il vient de Saint-Georges-de-Beauce. Et en tant que gars originaire de Thetford Mines, moi, j'aurai toujours un beef contre Saint-Georges-de-Beauce parce que le nombre de fins de semaine que j'ai joué au hockey ou qu'on partait le samedi matin à 8h30 pour aller se faire laver 9-2 par l'équipe de Saint-Georges. J'en regarde encore un mauvais souvenir, fait que j'ai du beef contre Joshua Roy à cause de ça. Mais ça, c'est une blague. Mais écoute, la première fois que j'ai vu Joshua Roy en vrai, on m'en avait déjà parlé, c'est quand il avait 15 ans, quand il jouait Midget 3. On m'avait parlé un peu de lui, tu sais, avec la fameuse équipe de 41 victoires et une défaite des Chevaliers de Lévis il y a quelques années. Il était parmi cette équipe-là. Puis, en début de saison, on parlait un peu de lui. Tu sais, je suis un peu les espoirs du Midget 3. Fait que, tu sais, c'est un sujet qui m'interpelle un peu en plus pour suivre ce qui s'en vient dans le junior majeur. Fait qu'un soir, pour le travail, pour le journal où je travaille à Val-d'Or, je m'en vais voir du Midget 3 alors que les Forestiers d'Amos accueillaient justement les Chevaliers de Lévis. Je pense que c'était comme le premier ou la deuxième semaine de la saison. Joshua Roy a fini avec 4 buts de passe. Dans ce match-là. Ça avait fini genre 10-1. J'en fait, OK. Pas mauvais. Le kid va être bon. Puis, next thing you know, il a été un premier choix overall dans la LHGMQ. Puis, tu
tu sais, ça a pris du temps à 16-17 ans avec les Sea Dogs de Saint John, ça a fait en sorte qu'il avait été choisi en 5e ronde. Mais à 18-19 ans, avec l'équipe Canada Junior, tout qu'un joueur, si on peut avoir quelque chose de bien avec ce gars-là, let's fucking go. Non, je pense que c'est juste là. On apprécie justement, on va encourager les petites histoires d'ici, puis avec le Rocket de Laval, il brûle quand même relativement la Ligue cette saison, parmi les meilleurs pointeurs dans la Ligue américaine. Avant qu'on passe au baseball, quand même, Félix, je crois que tu as vu ça de ton côté aussi, coup que Matt Stafford a reçu. Oui. Matt Stafford qui était accueilli par 2 joueurs de ligne défensive des Lions. Sur un premier coup a été atteint sur le côté et le deuxième joueur qui vient l'atteindre à la poitrine, et Stafford en ce moment est dans tous ses états et a mal en tabarnak. Oui, parce que, écoute, si vous regardez le vidéo en ce moment, si vous avez eu Mio puis moi faire des gros yeux pendant que Pop parlait, ça avait vraiment aucun rapport avec ce qu'il disait. On venait vraiment de voir Matt Stafford se faire détruire en 2. Puis Stafford qui s'est blessé à la main plus tôt dans le match. Hein. Quand vous écoutez le podcast, probablement que vous savez déjà le résultat du match, mais Stafford s'est détruit la main plus tôt dans le match. Et là, il vient de se faire squeezer. Puis Stafford, on connaît Matthew Stafford, pas exactement le gars qui se plaint de la douleur normalement. Fait qu'il doit vraiment avoir mal en ce moment. J'espère qu'il va être capable de revenir. Et dans la petite tente bleue en ce moment, on va espérer pour les Rams que Matthew Stafford soit en mesure de revenir dans ce match-là. Ouais, parce que les Rams font un placement pour réduire l'écart à 4,24 avant enfin de 3e quart. Exact. On va passer au baseball pour dernier sujet des 4 grands sports nord-américains, pardon, avant qu'on aille jaser un petit peu sur le perron d'église. Petite nouvelle côté du baseball, à saveur un petit peu amère. Je te regarde de toi, Félix, principalement parce que les Yankees sont finalement allés chercher un lanceur. Malheureusement, on n'a pas pu aller chercher Yoshinobu Yamamoto. Ah, dommage. Compensation? Blake Snell, non, ça le fera pas non plus. Donc, je suis fier de t'annoncer, Félix, que tu as un ancien membre de l'autre équipe de New York et des Blue Jays de Toronto, Marcus Stroman, s'en vient avec les Yankees de New York. J'ai besoin de tes réactions à chaud. Premièrement, ça fait 3 jours de ça, j'ai encore la gueule à terre. Moi, si tu m'avais dit il y a 1 an de ça, même si tu m'avais dit il y a 6 mois de ça, que Alex Verdugo et Marcus Stroman allaient être des membres des Yankees en 2024, la gueule me serait tombée à terre. C'est 2 gars qui, dans le passé, se sont jamais cachés sur le fait qu'ils n'aimaient pas les Yankees, qu'ils n'aimaient pas les partisans. Marcus Stroman avait littéralement une guerre ouverte avec Brian Cashman quand Cashman avait dit que selon lui, Stroman n'était pas un lanceur de série. Stroman avait dit que dans 5 ans, il allait être meilleur que n'importe quel lanceur des Yankees. Bon, pas exactement ce qui est arrivé avec du recul. Close, mais pas exactement ce qui est arrivé. Et là, Marcus Stroman, comme Alex Verdugo, arrive un peu parce que les Yankees essayent de brasser la soupe un peu. La dernière fois que les Yankees ont amené un gars qui n'était pas le plus apprécié en ville, c'est Josh Donaldson. Si vous vous souvenez pas de comment ça a fini, Josh Donaldson, je pense que le mot catastrophe commence même pas à décrire ce qui s'est passé. Son plus grand fait saillant avec les Yankees, en fait, il y en a eu 2. Un walk-off à son premier match et l'histoire avec Tim Anderson où est-ce qu'il l'avait appelé Jackie, ça avait fait un gros scandale. C'est les 2 grands moments de Josh Donaldson avec les Yankees. Il y en a un des 2 qui est bon, il y en a un des 2 qui est absolument pathétique. Je vous laisse deviner lequel est lequel. Non, moi je le sais pas parce que moi je me souviens que le walk-off c'était contre mes Red Sox, fait que les 2 sont mauvais. Fait que là, on amène Marcus Stroman pour solidifier un peu la rotation. C'est clairement, selon moi, un move de panique dans le sens où on voulait Yamamoto. Les Yankees ont été très ouverts, très publics avec le fait qu'on veut Yamamoto. Et pour avoir suivi les Yankees depuis quelques années, quand les Yankees sont aussi ouverts sur le fait qu'ils veulent un joueur, c'est qu'ils vont le chercher. On l'a vu avec Garrett Cole, on l'a vu avec Carlos Rodon, on l'a vu un peu avec Aaron Judge, mais c'était un contexte différent parce qu'on l'avait déjà. On l'a vu avec Juan Soto. C'était littéralement, honnêtement, ça frôlait la ligne du maraudage. Des fois, on parlait d'un gars, on disait à quel point c'était un excellent joueur, à quel point on aimerait ça de l'avoir. Il était encore avec les Padres quand on disait ça. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas été mis à la vente pour du maraudage à ce niveau-là. Et là, on va chercher Marcus Stroman qui arrive un peu dans une chaise de 3e ou 4e partant. On donne un contrat de plus d'1 an en plus. Je comprends pas exactement pourquoi on a été obligé de donner 2 ans dans un marché qui ne devait pas être fou. 17,5 millions par année, c'est bon dans un marché où est-ce que les salaires pour les lanceurs partants sont fous. Frankie Montas, qui a lancé une manche l'année passée,
a eu droit à 18 millions de dollars pour un an avec les Reds, complètement surréel. C'est un bon salaire pour Stroman qui a le potentiel d'être meilleur que ce contrat-là, mais quand je regarde la rotation des Yankees, on a Garrett Cole numéro 1, pas un point d'interrogation. Et là, après ça, Carlos Rodon qui a été blessé toute l'année passée, quand il lançait, il était absolument catastrophique. Nestor Cortez qui l'an passé a été blessé, quand il lançait, était absolument catastrophique. Et on a Marcus Stroman qui a été blessé, a une bonne première moitié de saison, puis une deuxième moitié de saison très difficile en 2023. Ça fait beaucoup de points d'interrogation. Je ne sais pas si on va aller chercher un gars comme Dylan Cease, il y a une transaction, un gars comme Corbin Burns, ou même peut-être redevenir les Yankees, sortir l'échiquier pour aller chercher Blake Snell. Mais quand je regarde cette rotation-là, il y a trop de points d'interrogation. 2, 3, 4 ne sont pas des positions solides. Le potentiel est là, mais tu les regardes, tu dis c'est sûr qu'il y en a un qui casse, puis il y en a un qui est pas bon. Fait que ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui va devoir changer, selon moi. Encore là, peut-être qu'une transaction s'en vient, mais je pense que les Yankees ne bougeront plus dans la rotation. En fait, le seul point positif, parce que je vais essayer de finir sur une note positive, ça fait en sorte... En fait, on ne l'a pas payé trop cher, qui est une note un peu positive. Et le deuxième point positif, ça ouvre de l'argent pour un contrat pour Juan Soto. On se libère de l'argent. On n'a pas donné un énorme contrat de genre 35 millions par année à Blake Snell. À 18,5 millions, ça fait en sorte que c'est gérable pour Juan Soto, lui donner une extension de contrat. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Scott Boras n'est pas reconnu pour laisser ses clients signer des extensions. Je pense que en fait c'est un pari pour les Yankees dans le sens où ça va faire des flamèches avec les partisans, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. S'il est un bon quatrième partant, ça va être bon. Est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre de le garder dans la chaise du quatrième partant toute l'année? Là, j'ai des questions à ce niveau-là. Est-ce que tu es confiant? Ça, c'est la question. Non. Non. J'aime pas ça. Je pense qu'il va y avoir un clash avec les partisans et que ça ne fonctionnera pas. Avant qu'on passe au perron d'église, vous m'excuserez, j'ai dit qu'on avait terminé avec les sports, mais j'ai menti. J'ai complètement oublié parce que le sujet le plus chaud de la semaine au hockey, on n'en a pas jasé. Oui, mais l'échange Cutter-Gauthier qui passe aux Ducks d'Anaheim en retour de Jamie Drysdale. L'échange qui a fait jaser pour absolument toutes les raisons du monde. La raison pourquoi il n'est plus là, des réactions de John Tortorella, des réactions des partisans des Flyers. On a, tu sais, la LNH, je l'ai dit, ils ont un petit peu de misère avec ça, mais mon Dieu que ça a été du bon drama qu'on a eu avec ça, là. Écoute, Connor Gauthier, il y avait juste une fanbase que tu pouvais pas trigger de la sorte. C'était les Flyers de Philadelphie. Boy! Écoute, moi, je suis un peu sur la palissade un peu concernant cette affaire-là parce que je me dis, les joueurs ont des droits, doivent exercer, un peu comme on voit dans la NBA, on est beaucoup dans les joueurs doivent exercer leur voix, doivent exercer leur pouvoir, c'est bien correct. Il y a aussi un background de gars qui couvrent la LHMQ, qui couvrent ça, et qui voit un peu un joueur choisir son équipe un peu, entre guillemets, parce qu'on sait que les joueurs qui sont repêchés du programme national américain et de la NCAA peuvent attendre 4 ans avant de signer un contrat et se dire, moi, je reste à l'université, je vais finir tout mon parcours universitaire, puis après 4 ans, je vais devenir un agent libre. Donc, tu sais, on a vu des gars un peu comme Alex Kerfoot, Jimmy Vesey, Will Butcher, il y a quelques années, qui avaient fait quelque chose comme ça. Adam Fox aussi, ça avait fait en sorte quand il avait été repêché puis qu'il avait finalement décidé « Oh, moi, je veux aller jouer avec les Rangers de New York ». Écoute, je ne vais pas critiquer le move du jeune. Il y a sûrement ses raisons. On ne connaît pas toute l'histoire. Tu sais, on a vu Daniel Brière qui, bravo, quelques minutes après la transaction, a quasiment déballé le sac au grand complet pour expliquer la situation. Gros move des Flyers, j'ai bien aimé ça de la part de Daniel Brière. La seule chose, par contre, que j'aurais voulu voir, que ce soit le joueur, l'agent, peut-être juste l'entourage au grand complet, tout le monde impliqué, moi, j'aurais voulu peut-être voir, d'un point de vue PR, au moins sortir un communiqué. Essayer d'expliquer un peu la situation, sans entrer dans les détails très croustillants, d'essayer d'expliquer la situation, parce que là, en ce moment, ce que ça fait, c'est que ce silence-là, ça
garde le mystère, ça donne des théories et ça alimente le feu des partisans des Flyers de Philadelphie qui, on sait, est assez brûlant quand ça y veut, quand la frustration est là. Écoute, il y a même des partisans des Flyers qui est allé voir Connor Gauthier à Boston pour justement exprimer leur frustration. Tu sais, ça peut prendre des proportions assez pas dramatiques, le mot peut-être fort un peu, mais ça peut déborder assez rapidement, surtout quand il est question de la fanbase de Philadelphie. Donc, peut-être juste ça, mais moi, ce que je retiens aussi, c'est apparemment la théorie comme quoi le Canadien s'était fait offrir Connor Gauthier en l'échange du 5e choix au dernier repêchage qui est devenu David Randbacker. Dans l'optique que les Flyers auraient pu aller ramasser David Randbacker et Matvei Michkov au numéro 5 et numéro 7. Là, c'est à voir. Est-ce que le Canadien a fait une bonne chose? Moi, je fais juste dire que il n'y a pas juste le Canadien qui voyait David Randbacker très haut dans leurs estimes. Donc, moi, je me dis que en attendant, on peut prendre un peu notre pouls et laisser aller les choses. Il y a du positif à en retenir, mais en même temps, là, tu t'imagines si Connor Gauthier s'était retrouvé à Montréal, puis là, le gars dit, tu sais quoi? J'ai pas envie d'être à Montréal. Ouais. Imagine à quel point ça aurait été fou. L'hystérie qui serait arrivée, tu sais, oui, OK, on est peut-être pas aussi sauvage que les fans des Flyers au point de se déplacer à Boston College, mais t'imagines s'il y avait une histoire de Connor Gauthier veut pas venir jouer à Montréal, puis qu'on ne fasse que soupçonner que la barrière de la langue en fasse partie. Ouais. Non, mais c'est simple. Imaginez si ça arrivait à Lane Hutson. C'est Lane Hutson. Lane Hutson et notre Connor Gauthier, puis je compare pas les deux gars, mais dans le sens de la place qu'il occupe dans la pépinière d'espoir, c'est Lane Hutson. Si Lane Hutson, demain matin, il dit qu'il veut plus jouer à Montréal, on apprend ça. Il se fait échanger pour, Jimmy Snuggerud à Saint-Louis, mettons. Il se fait échanger pour ce gars-là. Puis on apprend, on sait pas pourquoi. On a fini par apprendre 2 semaines après, puis par apprendre, c'est des spéculations. Puis c'est ça, je vais revenir un peu sur le point que tu amènes, Pop. Pour moi, c'est ça le grand problème dans toute cette histoire-là. Cette année, littéralement, on a eu un cas, sans dire que c'est pareil, on a eu un cas qui était très similaire cette année, l'histoire de Connor Bedard, l'histoire de la fausse rumeur avec la mère de Corey Perry et tout. Je ne vais pas repartir là-dessus, mais on a vu l'impact que ça a eu, cette fausse rumeur-là. Ça a mis de l'huile sur un feu avec la saga Corey Perry. Carl Davidson était allé devant les médias, il était au bord des larmes tellement ça avait été intense. Et c'est ça le danger de la spéculation. Pas que tu disais, on n'envoie pas de communiqué de presse. Là, toute la semaine, ça se met. Le président des Flyers va en ondes pour dire. On parle quand même d'un président qui parle d'un kid de 19 ans. Là. Il dit Connor Gauthier, en fait, j'ai pas de pitié pour lui. En fait, j'ai pitié pour lui dans le sens où il vient de se mettre toute une fanbase à dos. Un président vient littéralement dire qu'un kid de 19 ans va avoir une fanbase sur le dos. Là, après ça se met il y a des rapports comme quoi Kevin Hayes aurait eu son mot à dire là-dedans. Il y a des menaces de mort à Kevin Hayes, des menaces de mort à Connor Gauthier. Ça a pris des proportions qui avaient aucun bon sens. Et c'est encore là, c'est le danger de la spéculation. Aujourd'hui, on se parle. On sait toujours pas c'est quoi la vraie raison qui explique ça. Si on avait été juste un peu plus clair, qu'on avait juste expliqué un peu dans le sens que je me vois pas avec John Tortorella ou quelque chose comme ça, ça aurait déjà calmé tout le monde. Kevin Hayes n'aurait jamais été mêlé à ça, ce qui semble pas avoir d'histoire. Peut-être que Kevin Hayes a un rapport au final, mais même si Kevin Hayes a un rapport, c'est inacceptable qu'on en soit rendu à ce point-là. La spéculation a pris beaucoup trop de place. Et c'est un autre cas, après Connor Bedard cette année, c'est un autre jeune qui se ramasse dans une situation où, un peu malgré lui, mais là dans le sens où Cutter avait quand même plus une façon de calmer ça. Là, ça finit juste par prendre l'ampleur. C'est une spin. C'est une spin, ça fait juste finir, puis évidemment, c'est le sujet de la semaine. Fait que c'est sûr que ça va faire jaser. Il y a tellement de monde qui se ramasse mêlé à ça pour rien, ça prend des proportions qui n'ont pas d'allure. Juste un peu plus de clarté, il y a tellement de choses qui auraient pu être évitées. Je comprends pas pourquoi. Juste un petit communiqué de presse, comme quoi je suis content d'être avec les Ducks, je me voyais pas avec les Flyers. On a réglé, on n'en parle plus. C'est l'histoire de la semaine à finir. Encore une fois, la Ligue nationale et ses équipes avec des gros problèmes de relations publiques. Là. Oui, encore une fois, oui. Écoute, maintenant que le vrai sujet hockey est vraiment clos, on va passer au dernier segment de l'épisode, c'est-à-dire le perron d'église, la section où vous, les auditeurs, que ce soit sur nos médias sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit sur les superfans des Tigers de Guangdong, que ce soit même sur notre adresse courriel, la triplemenace@gmail.com,
Vous pouvez vous exprimer sur n'importe quel sujet, que ce soit sportif, général, culturel, whatever. C'est à vous. On veut vous entendre et on a 2 à 3 questions par rapport à cette semaine. La première, la barre de notre good brother chez Aléo 360, Dominique Gildenard, a.k.a. le Zach Lavine ou le Klay Thompson québécois parce qu'il ressemble comme 2 gouttes d'eau, nous demande quelle est votre opinion sur les arbitres de la NBA en ce moment? On a eu droit à 2 controverses la semaine dernière, une à la fin entre les Celtics et de Boston et les Pacers de l'Indiana, et bien sûr une autre lors de la rencontre opposant les Lakers de Los Angeles aux Raptors de Toronto. Je vais vous laisser parler un peu plus parce que j'écoute moins la NBA que vous, mais je vais juste dire ceci. Les fans, en tant que tels, vont toujours dire que les arbitres de leur sport principal sont toujours les pires. Les fans de hockey vont dire que les arbitres de la nationale, c'est les pires. Le monde dans la MLB va dire que les arbitres derrière le manche, c'est les pires arbitres du sport professionnel. Même chose pour la NBA, même chose pour la NFL. Écoute, c'est tellement rapide, c'est tellement dur ce job-là. Ouais. Tu sais, on est humain. Tu sais, oui, on peut peut-être inclure un peu plus de technologie là-dedans pour peut-être faciliter ou peut-être revoir certaines manières de penser. Mais à un moment donné, on peut pas tout faire. Puis, tu sais, je comprends les fans des Raptors là-dessus, mais tu sais, on a un peu de lunettes noires, un peu de voir que quand c'est notre équipe, c'est toujours pire que tout le reste. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça de la manière que je vois ça du côté. Puis je vais y aller vite aussi sur le fait que tu disais chaque ligue voit, chaque partisan voit sa ligue comme étant la pire. C'est vrai qu'on a tout un peu ce biais-là, puis en tant que fan de baseball, je trouve toujours que les arbitres sont épouvantables derrière la plate, puis en tant que fan de football, je trouve que tout le temps les arbitres qui manquent leur coup, mais tu disais, il y a le facteur humain, et je vais quand même donner beaucoup de crédit à la NBA à ce niveau-là. Je trouve que c'est possiblement la ligue qui est la plus ouverte au niveau des arbitres, avec le Last 2 Minute Report, où est-ce qu'on revient sur tous les calls qui ont été faits dans le 2 minutes. Est-ce que le call était le bon? Est-ce que le call était pas bon? Et les arbitres ont le droit de s'adresser aux médias. Ça, tu vois pas ça dans toutes les ligues. La NBA, ça ne se fait pas. La NBA, la MLB, ça se fait pas. La LNH, ça ne se fait pas. La NFL, ça peut se faire, mais on passe souvent par le chef de l'arbitrage. J'aime au moins le fait qu'on ait comme une ouverture à ce niveau-là. Puis je pense qu'il faut justement pas miner le travail qu'il fait parce que ça reste un travail qui est très difficile, l'arbitrage. C'est pas pour rien qu'il en manque. Regardez juste dans les ligues mineures ici au Québec, c'est pas pour rien qu'il en manque à ce niveau-là. C'est une job qui est très difficile. Et peut-être que oui, des fois, il l'échappe. Je pense pas qu'il y a aucun arbitre qui prétend être parfait. Il y en a qui l'échappent complètement, Scott Foster. Mais j'ai de la misère à être trop critique parce que je sais que je ferais pas une meilleure job personnellement, puis c'est tellement difficile. L'erreur est humaine, puis pour eux, c'est de prendre des décisions en une demi-seconde, puis c'est sûr puis surtout avec l'émergence des paris sportifs, il y a tellement d'implications dans tous les matchs, chaque partisan est tellement plus investi que jamais, ça fait en sorte que c'est une roue qui tourne, puis je pense que c'est pour ça qu'on a peut-être l'impression que les arbitres sont plus mauvais que jamais, si je peux le mettre en guillemets. Puis la technologie fait en sorte que c'est facile aussi de voir peut-être que ce call-là était mauvais, peut-être que... Je pense que c'est plus facile maintenant de les critiquer que ça a déjà été par le passé, mais je vais laisser Mio revenir un peu là-dessus aussi. C'est étrange quand même parce que les 2 cas que Dominique nous a sortis, c'est des cas pour lesquels j'ai personnellement un billet. Dans le premier cas, les Raptors, on en a parlé. Puis le deuxième, c'est avec les Pacers de l'Indiana. Le match était difficile sur RDS et c'est Bénédicte Mathurin qui a eu la chance de marquer les 2 points gagnants du match. Pour ce qui est des Pacers contre les Celtics, on a eu à 2 reprises des événements un peu spéciaux. En un premier cas, Bénédicte Mathurin s'est fait fauter avec quelques secondes à jouer. Pas grand-chose. Et on lui accorde 2 lancers francs pour marquer le match. Pour marquer l'issue du match. Ce qui est intriguant avec le genre de faute qui avait été donné à Mathurin à ce moment-là, c'est que c'était peut-être en un autre cas le genre de faute que tu n'aurais pas donné à 8 minutes à jouer lors d'un deuxième quart. C'était une faute, tu sais, on remet beaucoup en question la notion de laisser les joueurs jouer en fin de match et qu'on trouve ça dommage que l'issue, justement, soit dictée par 2 lancers francs. Sur le jeu suivant,
On a Jaylen Brown qui reçoit le ballon pour marquer les 2 points de la victoire pour les Celtics, possiblement, et se fait fauter. Finalement, on avait décidé que c'était pas le cas, mais se fait frapper très peu derrière la tête. En tout cas, moi, mon opinion personnelle, c'est que le contact n'est peut-être pas si flagrant que ça ou peut-être pas si dérangeant que ça derrière la tête et que le ballon aussi avait été atteint lors de la faute qui peut arriver. C'est juste, quoi qu'il en soit, des issues de tout ça, c'est qu'il y a un certain manque de constance dans cette notion de laisser les joueurs jouer. Dans un premier cas, on n'a pas laissé les joueurs jouer parce qu'on a laissé Bénédicte Mathurin marquer les 2 lancers francs de la victoire, tandis que sur le jeu d'après, avec Jaylen Brown, on laisse les joueurs jouer. Il n'y a pas de faute qui est arrivée finalement. Jaylen Brown était correct, pas de lancer franc, il n'y a rien qui se passe de ce côté-là. Je crois qu'il y a un petit manque de consistance qu'il doit avoir là-dessus et en même temps, vous l'avez dit vous-même, le jugement est très difficile à avoir pour être exact sur un truc dans le genre, sauf que je pense que du côté des arbitres, on doit l'avoir. Du côté des Raptors, ce qu'on a beaucoup reproché, c'est en effet la disparité, tout ce qui était truqué, mais en même temps, ce qu'on jasait du côté des Raptors, c'est qu'il y a beaucoup de potentielles fautes qui n'ont pas été appelées. Beaucoup de fois, le sifflet aurait dû être lancé par les arbitres et on n'a rien fait de ce côté-ci, tandis qu'on était beaucoup plus léger du côté des Lakers. Je peux juste repenser en cette fin de match aussi. RJ Barrett qui se mérite une faute offensive, qui était alors qu'il plaçait un écran pour Scottie Barnes qui allait marquer un 3 points qui allait mettre les Raptors de l'avant. Finalement, les Raptors perdent et on est obligé d'aller pour les fautes intentionnelles. Donc, l'arbitrage dans la NBA en ce moment, Dominique, mon mot de la fin, a un certain problème de consistance. Il y a quelque chose qui doit être fait avec ça. C'est sûr que ça n'arrivera pas cette saison. On essaie d'ajouter quelque chose pour aider autant les arbitres que les coachs. On a décidé de mettre les défis, d'aller en appel. Si on le gagne, tant mieux. Si on le perd, on perd un temps d'arrêt. L'NBA a encore beaucoup de chemin à faire afin d'avoir un produit parfait au niveau de l'arbitrage. Mais je vais terminer sur ce que Félix disait, puis je vais le dire que, en effet, les arbitres et la NBA, c'est la ligue la plus ouverte pour cet aspect-là. Et je crois que même Adam Silver va être le premier à dire demain matin qu'en effet, il y a des choses à améliorer et l'arbitrage en fait partie. Puis écoute, contrairement, puis juste un petit mot rapide, tu disais Adam Silver va être le premier à le dire qu'il faut que ça s'améliore. Ça fait quand même différent de Gary Bettman qui, lui, se met des œillères complètement. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, on a les meilleurs arbitres du monde entier. Nos arbitres sont exceptionnels. Bravo à Adam Silver à ce niveau-là. Shout-out Adam Silver, man. Adam Silver est, selon moi, le meilleur commissaire des 4 ligues. Et c'est même pas c'est le meilleur extraterrestre qu'on a pu recevoir. C'est même pas particulièrement proche. Et pour respect à lui, parce que au lieu de se mettre des œillères comme un gars comme Gary Bettman fait très souvent, Adam Silver confronte les problèmes, n'a pas peur de les reconnaître. Et c'est vrai qu'il y a des problèmes dans l'arbitrage. Et c'est vrai dans les 4 grandes ligues. Peut-être que c'est amplifié par la perception qu'on en a, mais Gary Bettman, au lieu de reconnaître la frustration des partisans par rapport à ça, le fait qu'il y a des inconstances dans les appels, Gary Bettman, pas de problème. On a les meilleurs arbitres au monde. C'est un manque, c'est complètement d'être indifférent à la situation. Adam Silver, au moins, va jusqu'à reconnaître la réalité de la situation. Bravo Adam Silver à ce niveau-là. On va poursuivre avec un dernier commentaire qui est plus une prédiction qu'une vraie question en tant que telle, puis on va rester dans le basketball. C'est Marc-Olivier Cook qui m'a écrit cette semaine, on se jasait là-dessus par rapport à ça. Lui, il est persuadé. Pascal Siakam s'en va avec les Warriors de Golden State et je le cite ici, je mets tous mes fonds là-dessus que Pascal Siakam va être un membre des Warriors de Golden State. Votre impression là-dessus, est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver cette saison? Ben, on en parlait la semaine passée, Mio puis moi, puis on avait un deal. Hein? Brandon Podziemski, Kuminga puis Moses Moody, on a quelque chose, je pense. Je pense qu'il y a un chemin pour un deal, puis je pense qu'il y a une logique dans le sens où
les Warriors ont une fenêtre qui se ferme, les Raptors ont une fenêtre qui... On essaie de la fermer pour mieux la rouvrir plus tard. Je pense qu'il y a un match entre les deux équipes au niveau des timelines sur lesquels les deux équipes sont. Est-ce que ça va se passer? Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont s'intéresser à Siakam, par exemple. Mais j'aime beaucoup de le voir avec les Warriors. J'en parlais la semaine passée avec Mio. Je pense qu'il y a un fit là et je pense qu'effectivement, c'est pas impossible que Pascal Siakam prenne la route de Golden State dans les prochaines semaines. La semaine dernière, on jasait juste si c'était pour arriver à Golden State, qu'est-ce qu'on voudrait? Moi, j'étais de l'opinion que si c'est pour arriver à Golden State, c'est en effet le package que je veux. C'est Moses Moody, c'est Brandon Podziemski et c'est Jonathan Kuminga. Toutefois, puis Marc-Olivier Cook, je t'aime de tout mon cœur. Tu fais de l'excellent travail avec dans les coulisses. Toi aussi, Félix Pève. Marc-Olivier fait de l'excellent job avec DLC, mais j'ai peur pour la vérité de ce que tu nous as annoncé, même au point de mettre tous tes fonds pour une transaction de la sorte, parce que Pascal Siakam, ça n'arrivera pas avec les Warriors. Pour moi, ça va arriver avec les Pacers de l'Indiana. Parce on regarde Bénédicte Mathurin en ce moment est très convoité par les Raptors de Toronto. On n'a pas excessivement parlé d'un intérêt chez les Raptors des joueurs de la trempe de Podziemski, de Kuminga et de Moses Moody. Par contre, on a parlé d'un certain intérêt envers Bénédicte Mathurin. Et je crois que c'est quelque chose que les partisans des Raptors ont vu, quitte à peut-être envoyer Dennis Schroeder dans un paquet de la sorte pour aller chercher Bénédicte Mathurin. Parce que peut-être que c'est ça que les Raptors ont besoin finalement, ça va être d'un backcourt de Bénédicte Mathurin et d'Emmanuel Quickley. Peut-être que c'est ça finalement qu'on cherche. Puis Dennis Schroeder, on s'entend que autant que c'est un excellent joueur, c'est un joueur qui est signé pour les quelques prochaines années avec la franchise. C'est un joueur qui aussi est un dog, là, je veux dire, est allé chercher un championnat avec l'équipe nationale allemande. C'est un joueur qui mérite d'aller avec une équipe prétendante au championnat. Il a une belle relation avec Darko Jarakovic et c'est ce qui l'a ramené ici. C'est ce qui fait que c'est drôle, mais Dennis Schroeder, c'est comme une des grandes signatures d'agents libres qu'on a eu du côté des Raptors. Mais tu sais, ça vient avec la nature du marché, là. Mais Dennis Schroeder, je crois, serait plus content peut-être être le backup de Tyrese Haliburton. Ouais. Tu sais, sur une équipe qui peut prétendre, peut-être pas cette année, mais avec l'attaque qu'ils ont et le jeu de passe qu'ils ont, Dennis Schroeder peut s'amuser à Indianapolis. Pascal Siakam, ça va être le premier à aller chercher les passes de Tyrese Haliburton. C'est le premier qui va se nourrir aussi des passes de Dennis Schroeder qui me le fait en ce moment à Toronto. Je verrais ces deux joueurs-là être envoyés du côté de l'Indiana. Ça, c'est mon pari final avec ça. Puis tu penses que les Pacers donneraient Mathurin pour Siakam? Je pense qu'en ce moment, les Pacers auraient peut-être intérêt à améliorer leur formation. Je crois... C'est peut-être juste parce que c'est la classique du joueur de deuxième année. Les chiffres à Mathurin sont en baisse sur absolument tout cette année. On pensait vraiment qu'il allait prendre un grand pas cette saison, surtout sur son jeu défensif. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et en plus de ça, du côté d'Haliburton, ce pas-là a été pris. Tyrese Haliburton s'est forgé une place comme l'un des meilleurs meneurs de la NBA. Et je crois, malheureusement, qu'on a éclipsé le poste à Bénédicte Mathurin. Puis les Pacers vont vous dire totalement le contraire de moi parce que les Pacers ont encore énormément de volonté à garder Mathurin sur l'équipe. Puis Tyrese Haliburton est passé il y a quelques mois sur le balado à Paul George et a parlé de Bénédicte Mathurin comme étant l'un de ces joueurs qui a quelque chose de spécial en lui et justement de ses commentaires à l'endroit de LeBron James et tout ça. On en a parlé en long et en large. Mais je lance ça dans l'univers que les Pacers auraient grand intérêt à aller chercher un joueur comme Pascal Siakam et Dennis Schroeder si on parle de se défaire de Bénédicte Mathurin et peut-être des considérations futures.
Les Pacers ont quelque chose de spécial et je crois que plus ça va aller, plus on va se forger parmi les meilleurs dans l'Est, plus on va commencer à regarder à faire une transaction de la sorte, surtout avec tous les espoirs en banque qu'on a du côté d'Indiana. Puis je dirais juste un petit mot de la fin aussi. Tu regardes au niveau de la composition d'équipe, je suis d'accord avec toi sur le fait que les Pacers, avec Haliburton, ça fait en sorte que Mathurin n'aura peut-être jamais la place pour devenir le calibre de joueur qu'il est capable d'être. Un gars comme Siakam est un bien meilleur fit. Puis j'ai le temps de tout respect pour Mathurin. Je compare pas le talent des deux gars. Je dis juste que tu regardes au niveau de la composition d'équipe, il y a juste un ballon. C'est ce qu'on reprochait aux Clippers avec James Harden, Westbrook, Leonard, George. Il y a un seul ballon. Haliburton va toujours avoir énormément de ballons entre ses mains et Mathurin va être au meilleur quand il va avoir le ballon dans ses mains. Je pense qu'il y a un fit à ce niveau-là, au niveau de la composition d'équipe. Je suis d'accord avec toi à ce niveau-là. Est-ce que je pense que les Pacers donneraient nécessairement Mathurin pour Siakam? Ça, c'est là que je suis un petit peu moins sûr que toi. Je pense qu'on le tient encore en haute estime. Ça reste un choix qui était très, très haut au repêchage Mathurin. 4e. C'est pas 6e, Mathurin? 6e, Sixième, Mathurin. Il fait que, tu sais, c'est donner un 6e choix au total aussi jeune et qui a quand même démontré des beaux flashs pour un gars comme Siakam qui, évidemment, si on l'échange, c'est sûr c'est avec une prolongation de contrat à long terme. C'est sûr et certain. Il n'y a aucune chance que les Pacers échangent Mathurin sans un Siakam qui est signé à long terme. Je pense que ce sera un débat qui est intéressant. Je suis d'accord avec toi. Et peut-être que les Pacers, si on sent qu'on aime notre noyau et qu'un gars comme Siakam nous aide plus à gagner maintenant qu'un gars comme Mathurin et que le fit est meilleur à long terme aussi, je pense que ça peut se faire, mais je pense que ce sera pas aussi simple. Je pense que ça va prendre un autre petit quelque chose en provenance de Toronto, au-delà de Siakam et peut-être même au-delà de Dennis Schroeder aussi, pour intéresser les Pacers à se débarrasser d'un gars comme Mathurin, qui est un jeune joueur très, très, très prometteur à travers la NBA. Exactement. Puis juste avant que je vous lance sur le mot de la fin, je crois qu'en connaissant un peu le caractère à Bénédicte, ça va être le premier à vous dire que ses aspirations sont plus grandes qu'à être le 6e joueur. Sont plus grandes que ça. Et je crois que du potentiel là-dessus à Toronto. C'est tout ce qu'on a aujourd'hui. J'espère quand même, on est à 1h50 d'émission. J'espère que, mesdames et messieurs à la maison, vous avez passé un bon 2 heures avec nous quand même là-dessus. Beaucoup de football. Vous nous excuserez d'une certaine part parce que c'est des séries éliminatoires. On a beaucoup de choses à jaser. C'est bientôt fini. Si jamais le football, c'est peut-être pas votre tasse de thé puis vous êtes là pour peut-être du hockey, du baseball ou même du basket. Mais la saison de football finit bientôt. Sinon, quand même, on reste qu'il va y avoir des matchs à surveiller cette semaine. Donc, moi, je suis un peu triste parce que en ce dimanche qu'on enregistre, il devait y avoir le match Steelers-Bills. Et Félix et moi, on s'est lancé des petites fléchettes sur Twitter par rapport à ce match-là. Puis maudite marde, Pop l'a dit aujourd'hui. Moi, je suis pogné au taf à travailler pendant que les Steelers jouent. Ça va être à 16h30 lundi, donc la journée qu'on publie l'émission. Du côté de Buffalo. Et à surveiller aussi quand même lundi, on va avoir les Eagles et les Buccaneers. On est curieux qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là parce qu'on en a jasé la semaine dernière, mais s'il y avait de l'argent à mettre sur l'affrontement en ce moment, c'est les Buccaneers qui mériteraient tous les paris du monde parce qu'ils sont à l'inverse totalement de la fin de saison des Eagles. Quand même, je fais juste te dire que j'ai pris pour les Buccaneers aussi cette semaine. Les Eagles vont gagner. Les Eagles vont gagner. Voilà. Mettez tout votre argent là-dessus. Faites pas ça pour vrai, mais les Eagles vont gagner. Pas pris les Buccaneers. C'est fait. Arrêtez tout. Même pas besoin de vous déplacer pour jouer le match demain. Les Steelers vont gagner, puis les Eagles vont gagner parce que Mio a pris les Bills et les Buccaneers. Pop a pris les Bills et les Buccaneers. Perdez pas votre temps. On a déjà leaké le script pour ce soir. Les 2 matchs de NFL prévus pour aujourd'hui. Exact. Et avant de partir, je tiens quand même à vous rappeler d'interagir avec nous, que ce soit par notre email, parce que oui, comme Pop l'a annoncé tantôt, on a aussi une adresse courriel. Si jamais la technologie de Facebook et Twitter, c'est peut-être pas votre tasse de thé, on peut prendre vos courriels aussi avec grand plaisir. Et si jamais vous nous interpellez aussi dans la rue ou dans nos messages chacun personnels sur les réseaux sociaux, sur les DMs, on vous invite à le faire aussi. Toujours un petit rappel, page Facebook, les superfans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir, jaser, poster des mimes avec nous. Vous êtes la bienvenue. Sinon, interagissez avec nous sur Twitter, soit avec Bob, soit avec Félix, soit avec moi. D'ici là, on vous souhaite une excellente semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la Triple Menace. C'était tout pour cette semaine. Ciao!
le podcast La Triple Menace. Disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.